Mais la limite, mettons, elle est quand même mince entre plagier puis s'inspirer. Là. À partir de Ouais. quel moment on peut dire que c'est du plagiat, mettons? Si je paye un designer, je suis automatiquement propriétaire de ses créations. C'est quoi ça veut dire qu'on en est, genre? Qu'on en est, c'est Je que- m'en vais en prison, genre? Non, non, non. Ok, non, non. connais. Ben, c'est-à-dire, dans les cas de droit d'auteur, Les menottes directement. Ah, mettez-moi les menottes. ouais, c'est ça. Plagier. Ok. Allô tout le monde! Bienvenue à En deux briques, qui est le podcast des étudiants en design graphique de l'Université Laval. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler des droits des designers. Fait qu'on va aller autant du côté de droits d'auteur, des sessions de contrôle, les licences d'utilisation, tout ça. Fait que c'est un côté un peu plus méconnu dans le design, mais ça va full être intéressant. Puis pour en parler, ben, on a la chance d'avoir Josh Azaria, professeur à l'Université Laval en tant que spécialiste des droits d'auteur. Allô? Allô? Bonjour. Ça va Merci. bien? Oui, oui, merci Yes. pour Ouais. l'invitation. Je suis vraiment contente que ça soit toi parce que j'avais vraiment peur que ça soit quelqu'un d'un peu plus formel. C'est vrai. Mais t'as un visage familier puis ça me fait chaud au cœur. Bon, ben, tant mieux. Espérons que je C'est ça? pourrai répondre à vos questions. Ben oui, Ben, c'est c'est sûr. sûr. C'est sûr. Bon, avant de rentrer dans le vif du sujet, on pose tout le temps une petite question là, à nos invités. C'est quoi que t'es apporté, là, dans le fond? C'est quoi ton parcours? C'est quoi que t'as apporté à t'intéresser à la propriété intellectuelle? Ben oui, c'est une bonne question. Je me suis toujours intéressé à la fois aux arts et au droit. Puis si on pourrait résumer mon parcours un peu comme ça, là, tu sais, je suis passé d'un à l'autre. Là. Je viens de terminer, puis c'est comme ça qu'on s'est connus, là, un mandat à la direction de l'école d'art. Et je retourne à la faculté de droit où, pendant longtemps, puis c'est ce que je vais continuer de faire, je me suis intéressé à la fois aux droits d'auteur et au statut de l'artiste. Je me suis intéressé à d'autres sujets, mais c'était quand même peut-être les sujets les plus importants de mon enseignement et de ma recherche. Donc, c'est ça, ce parcours-là où j'ai toujours été fasciné à la fois par les règles, puis comment les règles se construisent, mais aussi très intéressé par les artistes, puis par leur discours sur la société. OK. Puis c'est quoi, dans le fond? T'as-tu tout le temps été quelqu'un de créatif ou t'as fait, dans le fond, tes études en droit à l'Université Laval aussi? J'ai fait mes études, en fait, pour tout dire, j'ai étudié d'abord en philo. J'ai fait un bac puis une maîtrise en philo. Puis j'ai fait une maîtrise en philo sur des questions qui sont plutôt juridiques. Puis j'ai fait un bac en droit à l'UQAM, donc à Montréal, OK. qui s'appelle sciences juridiques, mais c'est un bac en droit. Puis après, donc j'ai pratiqué le droit pendant quelques années au sein d'un tout petit cabinet qui, lui, défendait que des auteurs. Donc c'était vraiment que du droit d'auteur qu'on faisait. Puis à partir de là, j'ai continué d'étudier. Puis éventuellement, je suis arrivé à la faculté de droit. OK. C'était à quel Nice. cabinet que tu Ça travaillais? s'appelait Tamaro Goyette. Ah, je pense que je connais. Tamaro, c'est un de ceux qui a le plus écrit sur le droit d'auteur. OK. Et Goyette, c'est quelqu'un qui connaît évidemment très bien le droit. Et c'est quelqu'un qui, à l'époque, puis qui le fait encore, fait beaucoup de contrats pour les artistes. Donc, il y avait quelqu'un d'un peu plus théorique, puis quelqu'un qui était vraiment, qui avait les deux mains dedans là, pour à la fois plaider et rédiger des contrats pour les artistes. OK, nice. C'est là que ça a commencé à t'intéresser? Oui, c'est là que, tu sais, déjà, j'avais un intérêt pour les arts, pour la culture. J'avais déjà été sur des conseils d'administration d'organismes culturels, puis tout ça. OK. Puis ça fait que, tu sais, ça devenait un peu naturel, finalement, d'orienter ma pratique du droit dans ce secteur-là. Puis un petit cabinet, c'est toujours intéressant parce que on voit de tout, on a les deux mains dedans tout le temps, puis tu sais, c'est plus actif, disons. OK. Moi, j'ai vu que tu avais cofondé Sodar, si je me souviens bien. Oui. Oui. Est-ce que c'est encore d'actualité? Peux-tu nous parler un peu de c'est quoi? Puis... OK. Ben, oui, Sodar, ça fait un bout de temps. Ouais, ça C'est fait- avant d'arriver à l'université. En fait, Sodar, qui n'existe plus, OK. mais tu sais, c'est quand même un peu lié avec le sujet d'aujourd'hui. C'est une société de droit d'auteur, donc OK. où on représentait des artistes en art visuel. Donc, ils nous confiaient leurs droits d'auteur et nous, on négociait leurs droits avec les utilisateurs. Donc, OK. on faisait les contrats, on récupérait l'argent, puis on la remettait donc après aux artistes. Puis les sociétés de droits d'auteur se sont beaucoup développées, surtout depuis une centaine d'années, pour que les auteurs, autrices puissent avoir des rémunérations lorsqu'on utilise leur travail. Et le SODAR était chapeauté par le regroupement des artistes en art visuel du Québec, qui est l'association officiellement reconnue pour représenter
les artistes en art visuel au Québec. OK. Vous avez peut-être vu la semaine dernière ou il y a 2 semaines le conflit entre le FEC et la SOCAN. Ouais. Ouais. Ben, la SOCAN, donc, c'est la même chose, c'est-à-dire c'est une société de droit d'auteur OK. dans le domaine de la musique, en fait, qui maintenant s'occupe aussi un peu des arts visuels, mais c'est un peu la même idée, c'est-à-dire Ouais. que les auteurs confient à une société le soin des représenter. Puis c'est pas un syndicat, c'est vraiment une société qui est là pour négocier leurs droits, récupérer les redevances et les remettre, mais ça assure que les contrats sont bien faits Mhm. et qu'il y a il y a des barèmes aussi de tarifs, là, donc la rémunération est équitable. C'est comme l'entremise entre le client et l'auteur, en fait. On pourrait dire, Ouais. tu sais, si on veut faire l'équivalent, là, oui, OK. on pourrait dire ça. OK, cool. OK. Nice. Je vois. Ouais. OK. Dans le fond, pour aider là, à comprendre mieux, là, mettre des mots sur, dans le fond, c'est quoi une propriété intellectuelle? Oui, alors une propriété intellectuelle, puis on peut peut-être, en fait, dans le grand champ de la propriété intellectuelle, il y a le droit d'auteur, il y a le droit des brevets, il y a les marques de commerce, il y a les secrets industriels, Ouais. tout ça. Puis là, aujourd'hui, je pense qu'on va juste Ça, c'est les s'intéresser grands titres, là. au droit d'auteur, donc Ouais. qui est une branche de la propriété intellectuelle. Et, Mhm. et le droit d'auteur, donc, en gros, puis on pourrait faire un peu l'histoire du droit d'auteur parce que c'est Mhm. intéressant de voir d'où ça vient, puis c'est rendu où aujourd'hui, parce que c'est là qu'on voit que le droit d'auteur aujourd'hui est un peu, disons, menacé, là, Mhm. entre autres à cause de l'intelligence artificielle. Mais bref, le droit d'auteur fait partie donc du grand champ de la propriété intellectuelle et est arrivé parce que dans l'histoire, à un moment donné, on s'est dit qu'il fallait que ceux qui créent des œuvres, puis au départ, c'est des œuvres littéraires, puissent autoriser les utilisations de leurs œuvres. Puis il faut, je veux dire, la grande parenthèse de ça, c'est de se dire qu'il n'y a pas un droit qui tombe du ciel ou qui pousse comme une plante. Tous les droits sont construits dans des sociétés données à des moments donnés et Mhm. ça change. Tu sais, c'est sûr que si on fait un peu d'anthropologie, on se rend compte que on n'a pas le droit de tuer dans à peu près toutes les sociétés de tout temps, mais encore, la punition, elle est différente selon les sociétés, selon les époques, etc. Tu sais, c'est pas tout le monde qui a la peine de mort, c'est pas, etc. Puis, Ouais. tu sais, il y a la légitime défense qui est pas pareil partout, etc. Mais tout ça pour dire que le droit est construit, puis cette idée-là, je la trouve importante quand on parle de droit d'auteur parce que ça permet de voir comment ça arrive à un moment donné en Europe. On commence à le réfléchir au 15-16e siècle quand l'imprimerie arrive et comment ça OK. se transforme au fur et à mesure que des technologies apparaissent. Parce que, au fond, quand l'imprimerie est arrivée, puis bon, l'imprimerie arrive au 15e, mais c'est surtout donc dans les siècles suivants que ça se met à se répandre et Mhm. qu'évidemment, il y a un public qui commence à pouvoir lire, évidemment, Ouais. donc un marché se développe. Ben, quand l'imprimerie arrive, tout d'un coup, c'est plus des copistes qui recopient à la main des livres. Donc, ça devient beaucoup plus facile de faire des copies de livres. Et donc, se pose la question, à qui va appartenir ces copies-là? Puis, copyright vient précisément de ce droit de copie-là qu'on se pose donc à l'époque. Et à la fois, des auteurs disaient, ben, ça me donne quoi d'écrire si après n'importe qui prend mon texte Ouais. et le reproduit, le vend, me demande pas la permission et ne me rémunère pas. Et les éditeurs disent un peu la même chose. Alors, tranquillement, puis bon, ça se passe sur quelques centaines d'années, mais on finit par avoir des lois qui vont protéger le droit de reproduction et qui vont dire que les auteurs ont un droit de reproduire le travail qu'ils vont faire. Donc, c'est d'abord une technologie, là, appelons l'imprimerie une technologie, qui fait en sorte que le droit d'auteur arrive. On réfléchissait à la notion d'auteur chez les Grecs, chez les Romains, tu sais, donc plusieurs centaines d'années avant, mais on n'avait rien vraiment pour le concrétiser. Ça demeurait assez théorique, si on veut. Mais quand l'imprimerie arrive, là, on C'est se là, ça pose se cette question-là. Et dans cette mouvance-là, on va avoir, entre autres en France, puis dans d'autres pays d'Europe, des auteurs de pièces de théâtre, par exemple, ou de musique, qui vont dire que si leur pièce de théâtre, par exemple, est un succès, si les salles sont pleines, eux-mêmes devraient être payés parce qu'on joue leur pièce. Mhm. Et Beaumarchais, entre autres, est un de ceux qui a beaucoup poussé pour le droit d'auteur parce qu'il n'en revenait juste pas que ses pièces fonctionnent bien, que les salles soient pleines et que lui, comme auteur, ne reçoive pas un sou. Mais donc, on comprend que, puis on reviendra peut-être sur cette distinction-là tout à l'heure, là, selon vos questions, mais le fait qu'on joue une pièce de théâtre devant un public, c'est pas une reproduction. Pour le droit d'auteur, ça va être une communication au public ou une présentation au public. Donc, on n'en fait pas des copies, on la montre devant un public. Mhm. Donc, c'est un autre type de droit. Le conflit fait que ça, quand c'est un peu autour de ça, c'est pas de la reproduction, mais c'est le fait de jouer devant un public. Et c'est autour de ça que le droit s'est construit. Donc, à la fois des revendications d'auteurs et d'éditeurs éventuellement là, qui disent ça n'a pas de bon sens qu'on utilise mes œuvres sans mon autorisation, mais aussi une
technologies, imprimerie, puis éventuellement radio, télé, Internet, etc., qui arrivent et qui font en sorte que ces œuvres-là se reproduisent et se communiquent de toutes sortes de façons qu'on n'avait pas nécessairement prévues au départ. Donc, tu sais, quand je disais tantôt, le droit d'auteur, c'est une construction, tu sais, c'est une réflexion à la fois sur c'est quoi un auteur, puis est-ce qu'on devrait donner des droits à quelqu'un qui crée, puis c'est quoi cette valeur-là? Tu sais, c'est quoi l'œuvre, là? Tu sais, quand vous créez une œuvre, puis une œuvre graphique, on y reviendra tantôt, mais c'est une œuvre. Mais quand vous créez ça, est-ce que vous avez des droits là-dessus, tu sais, en soi, tu sais, comme si c'était une partie de votre corps ou votre enfant? Ou, tu sais, est-ce qu'on le pense comme ça, puis certains pays le pensent comme ça, ou est-ce qu'on se dit, bah, il ne faut pas trop donner de droits non plus, et donc donnons plus de droits, par exemple, au public qui pourra avoir accès plus facilement à ces œuvres-là sans demander la permission. Donc, c'est réflexion sur auteur, réflexion sur le public. C'est une réflexion un peu sur les technologies là, qui arrivent. Et c'est, je dirais, surtout pour le droit lui-même, une réflexion sur la propriété. Parce que quand tout ça arrive, puis on se dit, OK, on va donner des droits à des auteurs pour qu'ils puissent dire oui ou non au fait que leur œuvre soit imprimée, donc à l'époque de l'imprimerie, il fallait quand même entrer ça dans ce qui existait en droit. Et ce qui existait en droit qui était le plus proche, c'était la propriété. C'est pour ça qu'on appelle ça la propriété intellectuelle. Et c'est une propriété intellectuelle parce qu'elle n'est pas sur la chose elle-même. Elle est sur le fait d'autoriser de reproduire. Donc, à la fin, oui, ça peut donner des livres, ça peut donner, peu importe, là, des sortes d'objets, mais c'est au départ, donc, ce droit-là est vraiment un droit d'autoriser. C'est pour ça qu'il est, on l'appelle intellectuel ou en tout cas incorporel. Tu sais, après, on tombe dans les distinctions qui sont propres au droit, là, qui nous intéressent peut-être moins aujourd'hui, mais tout ça pour dire que quand le droit, enfin, comme si le droit prenait une décision, mais en tout cas, quand les législateurs décident qu'ils vont donner des droits aux auteurs, il faut qu'ils l'insèrent dans ce qui existe déjà en droit. Et la façon la plus commode, c'est de dire ça va être de la propriété. Et les gens qui créent une œuvre ont un droit de propriété sur ce qu'ils ou elles viennent de créer. OK. Dans le fond, comment tu fais pour émettre tes droits aux autres, genre? Tu sais, quand tu crées quelque chose, est-ce qu'il faut que tu fasses signer un contrat ou whatever, ou c'est juste quand tu le crées, tu as déjà une propriété qui s'offre à toi, genre? C'est une excellente question. Ouais? C'est pas nono? OK. Oui, c'est une très bonne Parfait. question. Puis, c'est-à-dire que ce qui se passe avec le droit d'auteur, puis ça n'a pas toujours été ça, entre autres aux États-Unis, où à un moment donné, pour avoir un droit d'auteur, il fallait enregistrer son droit. Il fallait dire, OK, j'ai fait une œuvre et je vais à un bureau du droit d'auteur et je l'enregistre. Sinon, donc, une formalité, là, sinon, je n'ai pas le droit. Il y a des conventions internationales qui ont dit, on n'a pas besoin de faire ça. Mais donc, ça veut dire que dès que tu crées une œuvre, tu as un droit sur cette œuvre-là. Donc, tu fais un dessin, tu as le droit sur ce dessin-là. Alors, tu n'as plus rien à faire, si tu veux. Tu sais. Je veux dire, ce droit-là existe et il est, en droit, on appelle ça, il est opposable aux autres. C'est-à-dire, le dessin que tu as fait, moi, je ne peux pas m'en servir. Tu n'as rien besoin de faire, tu as ce droit-là. Et moi, si je veux me servir de ton dessin pour le mettre sur un T-shirt ou peu importe, ben, je dois te demander la permission. C'est parce que tu as cette propriété-là. Mais ça naît automatiquement, si on veut, ce droit-là. Après, c'est à toi de le protéger. C'est à toi de dire, hey, comment ça que tu as fait des T-shirts avec mon dessin, puis tu ne me l'as pas demandé, puis tout ça. Je veux dire, l'histoire n'est pas finie parce que tu as les droits puis qui sont opposables aux autres. Là, après, on tombe dans la réalité de, il y en a-tu qui l'ont vu, il y en a-tu qui disent, hey, finalement, c'est mon dessin, c'est pas le tien, puis dans tous les cas de plagiat, puis etc. Mais au départ, puis je ne sais pas si c'était un peu ça le sens de ta question, tu fais l'œuvre, elle est protégée. Il y a un mécanisme qui existe au Canada où tu peux enregistrer ton œuvre. C'est une formalité que tu peux faire. Tu peux avoir un certificat, tout ça, mais ça donne quelques avantages, mais très peu. Ça permet de dire, à un moment donné, j'avais créé cette œuvre-là parce que je l'ai enregistrée. Puis il y en a qui s'envoient leur texte ou leur dessin par la poste, puis qui n'ouvrent pas l'enveloppe, puis etc. Là, c'est juste une preuve d'antériorité que tu l'as fait à un moment donné, mais tu n'as pas besoin de ça. Tu fais un dessin, là, puis je prends l'image du dessin, là, parce que ça pourrait être un texte, ça pourrait être une chanson, mais dès que c'est créé, il y a des droits qui viennent. Est-ce qu'il y a une durée, dans le fond, à ce droit d'auteur-là? Ou ça... Oui, il y a Comme une la durée. musique ou whatever, là? Oui, exact. Tous les droits d'auteur ont... Puis là, on est en train, au niveau international, d'uniformiser ça parce que c'était tout un problème qu'il n'y ait pas les mêmes durées selon les pays. Ouais, Le standard international commence à être... 50 ans? c'est rendu 70 ans. 70. C'était 50 ans au Canada, puis ça a été changé il y a quelques années. Donc, 70 ans après le décès de l'auteur. OK. Donc, c'est comme la c'est musique. vie durant, puis
70 ans après. Puis les droits sont les mêmes, c'est-à-dire les droits, puis peut-être qu'on rentrera dans le détail tout à l'heure, de reproduction et de communication, puis bon, adaptation, puis etc. Enfin, il y en a quelques autres. Ces droits-là sont les mêmes que vous soyez vivant, vivante ou décédé. Donc, c'est la même chose. Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est de se rendre compte que c'est les mêmes droits qui s'appliquent à l'artiste qui crée sa première œuvre et qu'à la personne qui gagne sa vie avec ça et qui est hyper connue. C'est les mêmes droits de reproduction, de communication. Tu sais, le droit d'auteur ne dit pas si vous êtes connu, s'il y a un marché pour votre travail, vous êtes payé plus cher. Elle dit juste, vous avez tout le monde qui crée une œuvre, puis ça peut être un enfant de 7 ans, un droit d'auteur qui inclut reproduction, communication, etc. Et c'est la même chose donc pour l'artiste qui est très connu. Évidemment, l'artiste très connu vend beaucoup de reproductions, Ouais. développe un marché forcément, là, mais le droit d'auteur ne s'intéresse pas à ça. Après, c'est débrouillez-vous. D'où les sociétés de gestion qui vont dire, ben, nous, on va vous aider à monnayer puis vos droits, puis à vous assurer que vos contrats sont bien faits, puis que vous avez une rémunération qui est conséquente, etc. OK. Ça, OK. ça doit être quand même compliqué, par contre, à prouver. Tu sais, ça s'applique automatiquement dès que tu crées une œuvre ou peu importe, mais si, justement, comme tu disais tantôt, quelqu'un est comme « Ah non, c'est moi qui l'ai créé en premier » et tout ça. Là, après ça, il y a comme le fardeau de montrer la preuve, mais ça doit être quand même plus compliqué si t'es pas enregistré ou quelque chose comme ça. Ben, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs façons de démontrer l'antériorité, de dire que je l'ai fait avant. C'est pour ça qu'on peut l'enregistrer au bureau du droit d'auteur, on peut se l'envoyer par la poste, mais par hypothèse, moi, je pourrais enregistrer une œuvre au bureau du droit d'auteur ou me l'envoyer par la poste, et je pourrais théoriquement avoir une antériorité, mais peut-être que cette œuvre-là, je l'ai plagié sur ce que vous avez fait. Ouais. Fait que, c'est pas absolu. Parce qu'après, vous pourriez dire, non, non, mais oui, il a fait ça, mais attention, nous, on avait fait l'œuvre avant, puis Avant. donc, c'est la personne qui le fait en premier, mais ça nous mène sur une piste intéressante. Puis je pense qu'en design graphique, elle est, enfin, je pense qu'elle est importante. C'est la distinction entre l'idée puis l'expression de l'idée. C'est-à-dire que, peut-être que nos œuvres vont se ressembler parce qu'on puise dans les mêmes idées ou le même, Ouais. genre, le même grand spectre. Vous faites, il y a plein d'idées, puis on travaille toujours, ben, pas toujours, mais beaucoup à travers avec les mêmes idées, mais à la fin, ce que le droit d'auteur protège, c'est l'expression de l'idée. C'est-à-dire la façon que moi j'ai pris pour refaire cette idée-là, la façon que toi t'as pris, etc. Puis nos œuvres sont vraisemblablement différentes à chaque fois. Puis là, il y a des conflits souvent où on va dire, tu as repris mon idée. Puis pour le droit d'auteur, reprendre l'idée de quelqu'un, ça ne change rien. Parce que c'est un des axiomes, ou en tout cas un des fondements du droit d'auteur, les idées ne sont pas protégeables. Les idées appartiennent à tout le monde, les idées sont de libre parcours, donc on peut reprendre des idées, on peut voler une idée pour ce qui est du droit d'auteur. Évidemment, dans une communauté d'artistes, de graphistes, peu importe, on va dire, ben, on n'invite pas telle personne dans notre studio, on ne veut pas y montrer notre travail parce que la personne vole nos idées. OK. Puis là, puis on pourrait comprendre, parce qu'elle va se rendre compte qu'il y a des trucs intéressants que vous faites, puis elle va prendre votre idée, puis elle va l'exploiter. Dans une communauté comme ça, on peut dire, professionnellement, mettons, ou éthiquement, c'est pas correct, mais il n'y a pas vraiment de loi qui sanctionne ça. Le droit d'auteur va dire, tu as repris en gros le même concept, mais tu en as fait quelque chose de différent. Ça fait que on ne va pas te sanctionner pour ça. Fait que, dans les grands mythes, si on veut, sur le droit d'auteur, il y a celui-là, donc que les idées ne sont pas protégeables. Les idées appartiennent à tout le monde. Puis on comprend que si on pouvait s'approprier une idée, ce serait très dur de créer. Il y a plein de chansons qui pourraient plus se faire. Il y a plein de vidéoclips qui se ressemblent. Je veux dire, il y a plein de romans qui sont sur les mêmes canevas. L'idée qu'un adolescent se rende compte à un moment donné qu'il y a des pouvoirs surnaturels et qu'il doit sauver le monde, même si ça ne tente pas. Je veux dire, c'est Star Wars. C'est plein de trucs, là. Oui, oui, exact. Non, mais exact. Je veux dire, il y en a plein qu'on connaît. Là, je veux dire, à la limite, c'est Harry Potter. Puis à la limite, c'est l'histoire de Jésus. Je veux dire, c'est une histoire, ça, qui traverse la littérature puis l'imaginaire en Occident. Mais à chaque fois, ça donne des histoires qui sont très, très différentes. Puis les personnages sont différents. Même si le fil narratif très fin au départ et le même. On réussit à faire plein d'autres choses. Puis s'il y avait un droit qu'une seule fois, on peut faire une histoire sur un ado qui a des pouvoirs spéciaux qui doit sauver le monde, ben tout d'un coup, il y a plein d'autres séries et romans qui n'auraient pas pu se faire. Ça fait que c'est un peu ça, le concept derrière, idée et expression de l'idée. Ça limiterait beaucoup La créativité. la créativité, Oui, exact. exact.
Mais la limite, mettons, elle est quand même mince entre plagier puis s'inspirer. Là. À partir de Ouais. quel moment on peut dire que c'est du plagiat, mettons? Ben, c'est vraiment une question de fait. Ouais. Puis, tu sais, puis ce qu'il faut dire du droit, puis c'est ce qui fait l'intérêt du droit, mais c'est ce qui fait que des fois, c'est un peu paniquant, c'est que le droit, essentiellement, c'est gris. Tu sais, c'est des règles qui semblent assez claires, mais quand tu mets devant une situation factuelle, tu fais, Ça peut oups, tu sais, changer. ça peut changer, ça dépend. Puis, tu sais, ça dépend aussi de, tu sais, si jamais il y a un procès, qui a plaidé le procès, devant quel juge, etc. Tu sais, les mêmes faits pourraient être plaidés par d'autres personnes devant d'autres juges et ça donnerait Différemment, là. une autre décision. Tu sais, il y a quelque chose, tu sais, on peut penser de l'extérieur que le droit, c'est comme une règle de grammaire, puis si tu n'as pas mis ton S, ben, tout le monde va s'en rendre compte, puis on va Ouais. te le dire, mais c'est pas ça. Tu sais. C'est des règles sociales, puis surtout, c'est un texte qui s'interprète, puis c'est des faits qui sont pas toujours si clairs que ça. Tu sais, puis c'est là-dessus. Donc, alors, oui, faut que ce soit évident, mais il y a des cas, puis au Canada, il y a eu un cas assez important, l'affaire Claude Robinson, qui s'est rendue jusqu'à la Cour suprême il y a quoi, une dizaine, douzaine d'années à peu près. Claude Robinson qui a passé sa vie à dire on a volé non pas seulement mon concept, mais l'expression de mon idée et qui a fini par avoir raison, puis qui s'est battu donc contre une OK. grande compagnie de producteurs télé. Lui, donc, au départ, il avait écrit ce scénario qui est un peu inspiré de Robinson Crusoe. Mais il en avait fait une autre version. Il avait été voir un producteur. Le producteur avait dit bah, finalement, on ne va pas le développer. Ah. Donc, il avait eu accès. Tu sais, le producteur, puis quand il a plagiat, évidemment, si on arrive à démontrer que l'autre avait accès à ce qu'on a fait, c'est beaucoup plus facile. Tu sais. Puis finalement, à un moment donné, il est chez lui, il ouvre la télé, puis il se rend compte que C'est son scénario qui est en- c'est tout ça là, qu'il avait écrit qui est à la télé, puis ils ont repris, puis donc mais c'est une preuve de fait. Puis, tu sais, c'est sûr qu'eux disaient, ben non, c'est les mêmes idées, mais c'est exprimé autrement. Tu sais, c'est-à-dire, c'était évidemment ça la défense du producteur. Mais ce que les juges ont fini par dire, c'est ce qu'on appelle l'imitation déguisée. C'est-à-dire que, tu sais, pour pas montrer que tu reprends, tu changes une coupe d'affaires, tu changes les Ouais. noms de personnages, mais dans le fond, tu es autour de la même histoire. C'est Ça ça. fait que. Puis C'est ça. il a gagné. Oui, il a gagné. OK. Il a gagné, mais je veux Ça dire, fait combien de temps, je mettons? pense que ça y a pris C'est long. 12, 15 ans à peu près, du début C'est fou, jusqu'à là. la fin de la Cour suprême. OK. Il s'est ruiné. Il y a eu beaucoup de support parce qu'il y a eu des levées de fonds. Puis, tu sais, ça faisait vraiment tu sais, le classique David contre Goliath, là, qui se bat contre des gros, puis c'est une vieille stratégie juridique. Là, tu sais, on peut présumer que c'est une de leurs stratégies qui essaie d'épuiser l'autre en multipliant les recours, puis en disant à un moment donné, il n'y aura plus les moyens. Là, il va juste être complètement épuisé, tu sais, à la fois psychologiquement et financièrement là, et physiquement d'une certaine façon. Fait que c'est ça, mais il y a beaucoup de cas comme ça, ou des scénarios Hollywood où des gens vont dire vous avez repris mon scénario, je vous l'avais donné, puis finalement vous avez dit non, mais ce que vous faites ressemble à. Puis c'est là que c'est jamais trop clair, tu sais. Est-ce qu'on n'a pas juste repris certaines idées, puis on les a pas juste comme travaillé autrement, puis le droit permet de le faire, comme on disait là, jusqu'à un certain point, mais donc on tombe dans le gris. OK. Puis ça t'es-tu déjà arrivé d'avoir beaucoup de... Ben, t'as-tu déjà vu beaucoup ça, des gens qui ont comme cancellé le fait d'essayer d'avoir son droit? Qu'il a été copié, puis après ça, il a essayé de se battre, puis finalement, ça n'a pas donné, ça n'a pas porté fruit, mettons. Oui, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on voit assez régulièrement. Les auteurs, les artistes, souvent, n'ont pas envie de dénoncer. Ben, c'est pas qu'ils n'ont pas envie, mais ils n'ont pas les moyens. Et, c'est difficile. Ça coûte cher. Ouais. Puis même quand il y a des gens qui nous soutiennent, puis même quand il y a des bureaux d'avocats qui vont dire on va le prendre pro bono, là, c'est-à-dire on va vous charger rien ou à peu près, c'est quand même une démarche. Je veux dire, c'est une charge mentale affolante poursuivre. Là, et il y en a plein qui laissent faire. Ils regardent un peu les enjeux, puis ils décident finalement de laisser faire. Et il y a aussi l'idée que même si tu gagnes, ça se peut qu'il y ait un milieu qui dise cette personne-là, ne travaillons pas avec parce qu'elle poursuit. C'est quelqu'un qui fait valoir ses droits, donc OK. qui pourrait être dérangeante ou il va falloir se méfier. Puis ça, j'en ai vu qui ont gagné leur procès, mais qui après ont eu bien de la misère à avoir des contrats. Ce qui est en fait, ce qui est assez déplorable aussi comme situation, parce que tu défends ton droit, tu as raison, mais à la fin, les gens ont un peu peur de toi. Là. Ça fait qu'on se méfie. OK. Damn, c'est vrai que ça doit coûter cher, par exemple.
Surtout si tu te rends à la Cour suprême, oui. Ouais, Parce que, tu sais, c'est des frais d'avocat, mais c'est des frais d'experts, puis il y a des frais de cours qui arrivent à gauche, à droite. Oui, oui, c'est très cher. OK. Damn. Ça, on peut-tu en parler un petit peu de la démarche comme pour poursuivre quelqu'un qui aurait utilisé, qui aurait plagié ou quelque chose comme ça? Ben, Effectivement. oui, c'est-à-dire ce qu'il faut, c'est de démontrer une similarité entre deux œuvres. Tu sais, ça fait, puis c'est une question de fait, puis ça peut, comme dans le cas de la musique, par exemple, il y a eu des cas d'auteurs-compositeurs. Tu sais, George Harrison, par exemple, a été condamné pour une chanson. Puis en tout cas, moi qui n'ai pas du tout musicologue ou spécialiste de ça, là, quand j'écoute les deux, je fais ah ouais, OK. Tu sais, je suis un peu étonné, mais quelqu'un en musicologie qui va déconstruire, qui va dire regardez comment c'est fait, regardez ceci, regardez ça. Tu sais, là, va dire les patterns sont pareils. Tu sais, et là, donc, cet expert ou cette experte-là est capable donc de montrer qu'il y a plagiat. Mais bref, la ressemblance, des fois, tout ça pour dire qu'elle ne saute pas toujours aux yeux ou aux oreilles, là, si on veut. Des fois, ça prend des experts pour nous dire non, non, il y a vraiment beaucoup de ressemblances. Mais donc, c'est de comparer deux œuvres. C'est ça qu'il faut. Et de voir s'il y a ou non des ressemblances. Tu sais, en gros, c'est ce qu'on va faire. Et qui n'est pas obligatoire, mais qui aide beaucoup dans des cas comme ça, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, qui est la preuve d'accès. Tu sais, si on arrive à démontrer que l'autre avait accès à notre œuvre, a eu accès à notre œuvre parce qu'on lui a donné, dans le cas d'Harrison, la pièce a joué à la radio à l'époque où il a composé la sienne. Fait que, tu sais, c'est facile de dire qu'il l'avait entendue. Tu sais, ça fait que donc, c'est plus facile de le condamner dans ce contexte-là. Mais tu sais, si vous avez été porter votre concept à quelqu'un, si il est venu voir dans votre atelier ce que vous faites, ben là, c'est plus facile de dire que de démontrer que cet accès-là fait en sorte que c'est possible que ce soit inspiré parce que théoriquement, le droit d'auteur n'interdit pas deux personnes de créer indépendamment la même œuvre. Il y a peut-être quelqu'un qui va faire exactement la même œuvre que vous au Japon le même jour, le même dessin. Je veux dire, ça se peut. Ouais. Puis c'est correct. Là. Je ne sais pas si ça arrive à peu près jamais, mais il y a quand même cette idée-là qui est importante. Ben, surtout maintenant, tout a été fait, là, quasiment. Là. On vit dans un monde où tout a déjà été créé, quasiment. Bien, c'est une belle question. Ça, c'est une question, je trouve, qui interroge beaucoup le droit d'auteur. Est-ce que tout a été fait? On pourrait dire, puis si tout a été fait, c'est assez déprimant pour les arts, mais on se rend compte qu'il y a quand même... Il y a du jeu, là. Mais... Il y a du jeu, il y a des nouvelles choses. Peut-être que les grandes révolutions sont faites, peut-être. À partir du moment où Marcel Duchamp, en 1917, a pris un urinoir, le mis à l'envers, puis a dit ça, c'est une œuvre, puis qui a ouvert tout le domaine du ready-made. Donc, on peut prendre, en fait, tout pourrait potentiellement devenir une œuvre, même si c'est un objet industriel qui existe. Je décide que c'est une œuvre, je la place dans un contexte d'exposition, c'est une œuvre. On est loin de la peinture, là, puis de la sculpture avec argile, puis avec... Il a ouvert un tout autre champ. On pourrait dire que là, il y a eu un moment plus révolutionnaire, mais ça fait plus que 100 ans qu'on surfe un peu autour de ça, de l'art conceptuel, tout ça. Moi, je pense qu'il y a encore plein d'artistes qui font du travail nouveau, surtout dans les démarches artistique, mais et qui a encore beaucoup, beaucoup à faire, si on veut. Mais comme je disais un peu tantôt, le seuil du droit d'auteur, c'est un seuil d'originalité qui peut être assez bas aussi. Là. D'abord, c'est d'exprimer une idée. Ça fait que, on peut reprendre des idées, c'est la première chose à dire, comme on a parlé à l'instant, mais c'est aussi donc de l'exprimer avec une certaine originalité pour avoir une protection. Puis, alors peut-être que artistiquement ou graphiquement, on pourrait dire tout a été fait, mais le droit d'auteur n'a pas le même critère. Conceptuellement. Son critère est beaucoup plus bas. Puis le critère est intéressant, puis ça peut, pour vous, être pertinent dans les débats sur l'originalité. Parce que une œuvre va être protégée si elle est originale. Puis on pourrait se demander si l'urinoir de Duchamp est original. Est-ce que Duchamp a vraiment fait une œuvre quand il prend quelque chose qui existe déjà, puis il le tourne à l'envers, puis il le met sur le mur? Est-ce que ça, c'est original? Puis c'est pas clair que c'est original. On pourrait dire non. Donc, même ce que lui a fait, qui est révolutionnaire pour le monde de l'art, n'est pas protégeable pour le droit d'auteur. En tout cas, il y a moyen d'argumenter. Ce qui est assez intéressant quand même, parce que Duchamp fait cette œuvre-là au moment où il n'existe pas encore de loi au Canada, puis déjà, il est en train de dire que cette loi-là ne fonctionnera pas. Enfin, il ne le dit pas, mais dans les faits, c'est ce que ça veut dire. Mais dans les débats qu'il y a eu sur l'originalité, puis donc, l'œuvre est protégée si elle est originale,
la Cour suprême du Canada, en 2004, dans une décision, a dit il faut qu'il y ait un minimum de talent et de jugement. Et le talent et de jugement, ça arrive assez vite en droit d'auteur. Tu sais. Ça veut dire supposer des possibilités, puis tu sais, de réfléchir un peu, puis de dire, OK, je vais faire ça. Puis, tu sais, comme je suis un peu dans ce métier-là, j'ai peut-être un peu de talent, mais un enfant de 5 ans pourrait aussi avoir du talent. Et ces décisions-là, au Canada, sur, entre autres celle-là, donc, qui s'appelle l'affaire CCH, là, si ça vous intéresse, de 2004, de la Cour suprême, qui parle de talent et de jugement pour l'originalité, vient de mettre un terme à un débat qui avait un peu au Canada, puis dans d'autres pays, où on s'est demandé pendant longtemps si un bottin téléphonique était original. Et un bottin téléphonique, si vous avez connu les bottins téléphoniques, les pages blanches, Ouais. euh, c'est quoi? C'est le nom de tous les gens qui habitent dans une région X, en ordre alphabétique, nom de famille, prénom, adresse, numéro de téléphone. C'est tout. Il n'y a rien d'autre dans un bottin téléphonique. Puis, ils sont donc en ordre alphabétique. Les producteurs de bottins téléphoniques se sont dit, on veut protéger ces données-là. Et ils cherchaient une loi pour protéger leur investissement, parce que c'est un investissement quand même faire ça, puis tu n'as pas envie que quelqu'un d'autre dise, bon, ben, c'est pas protégé, je le Moi, reprends, j'en puis fais, puis, moi, je fais la même affaire. Il y a rien qui juridiquement le protège, tu sais, qui protège cette propriété ou cette mise en commun de connaissances-là. Et c'est là que les tribunaux ont dit, ça, c'est pas assez original. Tu sais, OK. faire un bottin téléphonique, tu sais, mettre des noms en ordre alphabétique, pas d'originalité là-dedans. Il faut être un peu plus original qu'un bottin téléphonique. Mais tu sais, les pages jaunes que vous avez peut-être connues, qui venaient, à l'époque, il y avait les pages blanches et les pages jaunes. Ben, dans les pages jaunes, là, il y a de l'originalité parce que là, précisément, il y a du graphisme. Tu sais, on place ça d'une certaine façon. Il y en a des plus gros, il y en a des plus petits. Puis il y a vraiment un travail de conception. Et donc, talent et jugement, si on veut, va s'exprimer dans les pages jaunes, mais pas dans les pages blanches. Tu sais, puis c'est un peu ça la distinction avec laquelle on peut travailler. Fait que c'est vraiment subjectif quand même, là. Ben, L'originalité puis tout, ça, c'est quand oui, même... c'est-à-dire, tu sais, c'est le gris de tantôt, là. Tu sais, il y a un fond de règles, mais après, il faut les interpréter. Tu sais, tu as la règle, puis tu as la situation factuelle, mais tu as aussi la personne qui interprète. Tu sais, Ouais, le droit, c'est un peu un jeu entre les trois, là. Puis, tu sais, comme je disais tantôt, tu sais, nous trois, probablement qu'on ne l'interpréterait pas de la même façon, puis si on était juge, on n'arriverait peut-être pas aux mêmes conclusions, avec la même règle, mais qui est pas, tu sais, qui reste un peu grise, des faits qui s'interprètent, puis nos propres jugements, puis notre propre connaissance. OK. Puis c'est pour ça que, en fait, les tribunaux, c'est pour ça qu'il y a des tribunaux d'appel. C'est-à-dire que, tu sais, on va en appel, puis là, tout d'un coup, tu sais, on part de une personne qui juge à un banc de 3, puis on se rend à la Cour suprême à un banc de 9 juges. Mais, je veux dire, la décision de la Cour suprême, elle est finale parce qu'il n'y a pas de tribunal au-dessus. Je veux dire, s'il y avait une cour méga suprême, ben, peut-être que ce serait encore renversé, puis etc. Tu sais, c'est juste qu'à un moment donné, le droit a besoin de stabilité et qu'on dise, OK, là, c'est fini, là. Tu sais, on va Ça pas plus haut. finirait plus sinon. That's it, là. C'est ça. OK. Puis je vais revenir un peu à la question de tout à l'heure, là, de faire comme un chemin. Fait que une fois que j'ai trouvé des similarités, puis je veux défendre mon cas, puis c'est quoi que je fais après? Je vais-tu voir un avocat ou genre, il y a des... Je peux appeler quelque part, puis ils me disent, c'est similaire, il y a des enjeux de copyright ou whatever. Ben, C'est quoi que je fais? c'est-à-dire que c'est là que des sociétés de droit d'auteur peuvent Fait t'aider. comme, mettons que tu travaillais avant, c'est Ouais, ça, mettons? ça peut être ça, ou ça peut être, tu sais, il y a, je sais pas si elle existe encore, mais il y avait une guilde des illustrateurs à un moment donné qui existait, mais tu sais, tu peux aller au regroupement des artistes en art visuel, tu sais, déjà, eux peuvent te donner un fonds de connaissances, mais c'est sûr que la personne experte pour dire oui, c'est pareil ou non, tu sais, à la fin, c'est la personne qui va juger. Fait que, tu sais, il faut que toi, t'en sois convaincu. Tu sais, puis tu peux toujours demander à d'autres graphistes, mettons que c'est un travail graphique, tu sais, trouves-tu que, puis il peut y avoir un certain consensus dans ta communauté, si tu veux, tu sais, qui va dire oui, effectivement, ça ressemble beaucoup trop, donc c'est une forme de, tu sais, c'est du plagiat. Mais une fois que tu as ça, puis tu en es pas mal sûr, puis qu'en plus tu as la preuve, mettons que l'autre personne est venue voir ton travail, là, ou qu'elle l'a vu, ben là, tu tombes dans le juridique, tu sais, où tu peux commencer par une mise en demeure en disant, voici, tu sais, je constate OK. que ceci, tu sais, une mise en demeure, je peux l'envoyer par courrier recommandé, Ouais, mais c'est tu sais, ça coûte pas cher. OK. Mais c'est parce que la mise en demeure, il faut que tu sais, tu exiges quelque chose. Tu sais. Tu peux pas juste dire, tu m'as copié, je trouve ça plate. Tu sais, faut que tu dises, je veux que tu arrêtes de le faire, je veux que tu me démontres que tu as Ouais. arrêté de le faire, je veux que tu me compenses. Tu sais,
Ouais. et tu as genre 10 jours pour le faire. Sinon, je poursuis. OK, je comprends. Puis là, ben, sinon, tu poursuis. Fait que, Fait qu'on constate, on fait une mise en demeure, puis après ça... ouais, puis tu peux aller, dans bien des cas, tu peux aller aux petites créances. Puis là, les petites créances, OK. c'est quand même intéressant au Québec parce que Ouais. tu peux aller là sans avocat, avocate. Puis Ouais. c'est Juste une défendre. procédure un peu plus souple. OK. Puis tout dépendant de ce qui est en cause, mais il y a des bonnes chances que tu rentres dans ce qui est couvert par les petites créances. Ça fait que tu as Ouais. ce chemin-là. Tu peux avoir de l'arbitrage aussi, ou médiation. Ouais. Tu as d'autres façons de Il y a régler beaucoup des de conflits chemins, qui là. existent Ouais. en droit, pas juste en droit d'auteur, là, qui existent en droit en général. Ça fait que oui, tu peux t'en sortir comme ça, mais c'est sûr qu'à la fin, tu as un problème. Puis Ouais. encore faut-il que tu aies raison, parce que j'ai aussi vu des gens se plaindre, puis c'est comme, ça n'avait pas trop de bon sens, là, justement, où je travaillais avant, c'était un peu drôle, mais quelqu'un avait appelé en disant que, au bureau d'avocat où je travaillais, qu'à peu près les trois quarts de ce qu'il jouait à la radio, c'est lui qui l'avait composé. Puis on était là, OK, ça se peut, mais il faut en faire la preuve. Es-tu Ouais. capable de prouver C'est ça. qu'à peu près tout ce qui joue à la radio, c'est toi qui l'as composé? Si oui, go, on va te Ouais. défendre, mais Tout se joue pas mal sur la preuve. ben, tout là, se joue sur la ouais, preuve, c'est ça. exact. C'est pour ça que garder des copies de ce qu'on a fait, tout ça, ça peut nous aider. Puis une fois que c'est diffusé, ben, c'est pour ça qu'on a moins besoin de l'enregistrement. Une fois que la fiche est faite, puis qui est posée un peu partout dans la ville, ben, on a une preuve d'antériorité. On sait qu'à partir de telle date, ben, la fiche était là dans la ville, puis que vous aviez créé forcément à cette date-là. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu peux donner des exemples un peu là, de quand tu travaillais en cabinet? Ça t'est-tu arrivé beaucoup, genre, des histoires, ben, peut-être plus axées sur les, admettons, graphistes-ish, là? T'as-tu eu beaucoup d'histoires, genre, ben, peut-être pas que tu peux pas, là, en fait, là. Je sais pas pourquoi je peux pas ça. Tu peux-tu? Oui, non, je peux. Ouais. Je veux dire, ben, oui, c'est-à-dire qu'il y a eu des Ouais. cas. Ben, tu sais, Mettons puis- généralement, là, genre, c'est quoi à ouais, peu près? ben, il y a eu ben, c'est ça. Il y a eu des cas qui étaient justement sur. Il a repris ma chanson, Ouais. j'avais donné la cassette, Ok. il l'a écouté. À l'époque, c'était des cassettes, là, mettons, quand j'ai commencé. Fait Ouais. que, il a eu la cassette, puis je sais qu'il l'a écouté dans son char, puis là, la tune ressemble ben trop. Tu as des choses, tu as des cas comme ça. Sinon, ce qu'on a beaucoup fait, c'est des contrats. Puis les contrats, c'est comme la façon aussi de régler les choses. Ouais. C'est sûr que même si c'est un contrat, tu n'es pas à l'abri de n'importe qui, Ouais. qui vient voler ton travail. Mais Plus oui, c'est facile. sûr que c'est sûr qu'il y a eu bien des cas de ça, là, dont, en fait, l'affaire Robinson, le bureau où je travaillais, ils ont été impliqués là-dedans à un certain moment donné. C'est quelque chose que j'ai quand même vu d'assez près à un moment donné. Mais oui, c'est ça. Sinon, les contrats, puis les contrats, c'est intéressant parce que c'est une façon de régler la situation. Puis en graphisme, ce qui est intéressant, je trouve, ce qui est particulier, puis c'est pas tous les métiers qui ont cette particularité-là, c'est que à la fois, vous pouvez vous intéresser à des images qui existent déjà, et donc, ça vous prend un contrat pour aller les chercher, pour pouvoir les utiliser. Puis à la fois, ben, vous, comme graphiste, ce que vous faites, ben, vous le vendez à un client, et donc, là aussi, il y a un contrat, mais qui n'est pas du tout le même. Un, c'est pour prendre une image ou un texte ou un lettrage, là, une forme de typo, par exemple. Si la typo est assez originale pour être protégée, c'est vraiment pas tous les typos qui le seraient. Mais pour votre contenu visuel, vous avez peut-être besoin d'un contrat comme vous, comme graphiste. Puis après, ben, avec votre client, puis c'est des contrats. Tu parlais de licence, cession, tout ça. Est-ce que vous prenez tous les droits? Est-ce que c'est juste une utilisation? Tout ça, parce que dans les contrats, la grande distinction qu'il y a, c'est comme un peu comme une vente ou une location, si on veut. Est-ce que j'achète tout et là, c'est à moi? Ou je loue. Ou je loue. Et auquel cas, ça reste à l'autre. Si vous louez une voiture, par exemple, je veux dire, elle n'est pas à vous, mais vous en avez l'usage pour une semaine, à certaines conditions, etc. Puis après, vous la ramenez. C'est un peu ça. Ça fait que quel est l'usage que vous voulez faire de l'œuvre quand, par exemple, vous prenez des images dans des banques d'images et de l'autre bord, est-ce que vous vendez tout à votre client? Puis, pour une affiche, c'est une chose, mais pour un logo, par exemple, là, ça devient intéressant de se poser vraiment la question parce que si la compagnie grossit et se sert de ce logo-là pendant 30 ans partout, puis que tout le monde le connaît après au Québec ou même plus que ça, puis qu'ils vous ont donné 500$, on peut dire que
votre contrat a été mal négocié. Là. Ça fait qu'est-ce que vous donnez des droits annuellement? Est-ce que vous cédez vos droits? Eux, probablement, vont vouloir une cession, mais même une fois qu'on a cédé son droit puis qu'il n'est plus à nous, donc la propriété ne nous appartient pas, on peut quand même continuer d'être payé. Mhm. On peut dire, Que je ce te soit dans donne. les clauses du contrat. par Exact. contre. Je peux dire, c'est plus ma propriété, je te la donne, c'est à toi, t'en fais ce que tu veux, mais je veux qu'à chaque année, tu me payes en fonction d'eux, puis là, tu mets des paramètres. OK. Fait que là, ben, tu peux, le logo est utilisé pendant 20 ans, mais vous continuez à chaque année d'être payé D'avoir un revenu. Puis... d'avoir un revenu. Ce qui a plus de sens, je trouve, dans l'échange que si il vous paye au départ. Un montant fixe, là, oui. OK. Ça, est-ce qu'on peut en parler Ouais, davantage de tout j'aimerais ce qui est contrat, les achats de licences, les banques libres de droit, tout ça? Oui, ben oui, absolument. Puis, mais je dirais la première chose à distinguer, quand vous faites un contrat comme graphiste, ce que vous pouvez faire, en tout cas, puis si je me fie à ce que beaucoup d'artistes vont faire, c'est de distinguer le moment où l'œuvre est créée, parce qu'on vous demande d'abord de créer, on va appeler ça une œuvre, mais pour le droit d'auteur, c'est une œuvre. Là, je regarde la fiche derrière vous, mais on va dire que c'est une œuvre. C'est pas, pour moi, il n'y a pas de discussion, c'est une œuvre, que ce soit une peinture ou cette affiche-là, c'est les mêmes droits qui vont s'appliquer. Fait que, quand vous faites ça, le temps de travail, ça, vous le facturez. Puis on n'est pas encore dans le droit d'auteur, on est dans le temps de conception puis de réalisation, puis d'aller-retour avec le client. Ça, c'est une chose, ça vaut quelque chose. Je vais travailler 2 jours, je ne sais pas trop, mon tarif est tant de l'heure. Ça, c'est là. Et après, l'autre partie, c'est maintenant pour l'utiliser, voici ce que je vous charge. T'sais. Puis, est-ce que je vous la cède, l'œuvre? Est-ce qu'elle est à vous après pour toujours? Est-ce que je vous la cède, mais juste pour 1 an? Est-ce que, puis après, un contrat, ça se morcelle. On peut vraiment avoir une approche par reproduction, communication, type de support. Je veux dire, ça peut vraiment... Il y a beaucoup de modèles que vous pouvez trouver sur Internet qui vont y aller vraiment sur toutes les utilisations possibles. Est-ce qu'ils peuvent faire un T-shirt avec? Est-ce qu'ils peuvent faire un panneau géant? Et si oui, c'est toujours le même prix? Puis, c'est sûr qu'un client va avoir intérêt à dire, je te donne un montant X global, à la fois pour la conception, puis pour acheter tous tes droits. Et on règle ça de même. C'est intéressant pour le client, puis ça peut être intéressant pour vous aussi, mais il est possible que si ça marche bien, qu'à la fin, ce soit vraiment pas payant, puis que lui ait fait un bon deal, si on veut, en vous donnant de l'argent comme ça, beaucoup au départ. Fait que, donc, distinguer, donc c'est ma première parenthèse, distinguer le moment de création, qui n'est pas un moment de droit d'auteur, c'est le moment où l'œuvre vient au monde, si on veut, là, affiche ou peinture ou sculpture ou peu importe, et le moment où après on va l'utiliser. Puis, c'est important en graphisme parce que vos œuvres sont utilisées. Je veux dire, puis je dis pas que les œuvres en art visuel ne sont pas utilisées, mais l'œuvre en art visuel peut rester dans l'atelier de l'artiste jusqu'à un moment où, OK, on va l'exposer, OK, on va faire quelque chose, alors que vous, normalement, il y a déjà une idée d'utilisation quand l'œuvre est créée. C'est une commande. Là, ça fait que d'habitude, ça va un peu ensemble. Fait que, c'est important de le réfléchir. Fait que ça, c'est pour vous, par rapport à votre client, comment vous pouvez le morceler selon des durées, selon des territoires, selon des supports, selon communication publique. C'est-tu sur Internet? Oui, OK, mais pendant combien de temps? Est-ce que c'est des reproductions, tous les supports de reproduction pensables? Ça se fait. Ça, c'est votre bout qui vous appartient là, quand vous avez créé l'œuvre. Mais avant, puis c'est l'autre bout de ta question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec les banques d'images? Puis, moi, je pense qu'il faut faire attention à bien regarder ce que permet cette banque-là. Il faut lire les contrats d'utilisation. Oui, parce que là, c'est vous qui allez violer le droit d'auteur si vous aviez juste le droit de faire ceci ou cela, mais que vous ne pouvez pas faire tout ce que vous pensez que vous pouvez faire avec. Puis il y a sur Creative Commons, vous allez trouver plein d'images libres de droit, mais des fois, la condition va être, OK, faites ce que vous voulez avec, mais pas d'usage commercial, par exemple. Mais là, si vous faites une affiche, on peut probablement considérer que c'est commercial. Ou vous devez mettre le nom, ce qu'on appelle le droit moral, vous devez mettre le nom de la personne qui l'a créé. Ça fait que des fois, tu as des conditions, même quand on dit libre de droit, puis libre de droit, c'est intéressant, puis c'est un mouvement qui est intéressant parce que, en fait, puis qui est assez déstabilisant pour le droit d'auteur, parce que quand on met des œuvres libres de droit, ça fait que les utilisateurs, donc utilisatrices, ont plein d'œuvres où ils ont accès en général sans payer, mais ça vient concurrencer ceux qui veulent en vivre. Ça fait que ça fait un régime à 2 vitesses. Puis beaucoup de la difficulté, je trouve, que les auteurs ont aujourd'hui, ceux qui veulent en vivre, c'est qu'ils sont
concurrencés justement par ceux qui ne veulent pas en vivre. Parce qu'ils trouvent ça intéressant, puis ils ont un autre métier où ils gagnent leur argent autrement, mais ils n'ont pas besoin de la vente de chaque image qu'ils vont faire, puis ils sont plutôt juste contents de savoir qu'on va l'utiliser, tant qu'on met leur nom ou que, je sais pas, qu'on leur dise, qu'on les prévienne où c'est utilisé, tout ça. Mais bref, ce qui est super important, c'est que ce soit libre. On dit libre de droit, mais c'est rarement 100% libre de droit. Puis c'est pas vrai que tu pourrais prendre cette photo-là, par exemple, c'est un coucher de soleil, là, par exemple, puis tu pourrais, dans bien des cas, en tout cas, c'est pas vrai que tu peux prendre ce coucher de soleil-là puis dire, OK, cette photo-là, elle est à moi et moi-même, je la revends. J'ai tous les droits maintenant. Libre de droit, en général, ça veut dire licence d'utilisation. Et c'est assez rare, même, enfin, j'ai jamais vu de cas, mais ça existe peut-être, où c'est vraiment cession, parce que là, elle serait rendue à vous. Fait que, alors, déjà, c'est une cession. Alors, c'est une cession, puis souvent, il va y avoir des conditions quand même. Là. C'est pas, allez hop, faites ce que vous voulez avec. Là. Ça fait qu'il faut quand même être assez prudent quand on prend des œuvres libres d'utilisation. Mais vous pouvez prendre ce qui est dans le domaine public. Ce qui est dans le domaine public, c'est 70 ans après la mort. Puis dans certains cas de photos, c'est avant. En cas, il y a eu des exceptions. Vous pourriez aussi dire que, parce que le droit d'auteur, on le disait tout à l'heure, c'est un droit de propriété qui est donné en exclusivité à la personne qui crée l'œuvre, qui permet de, comme je disais, reproduire, communiquer, etc. Mais il y a des exceptions au droit d'auteur. Dans certains cas, on n'a pas besoin de demander l'autorisation. Dans des cas d'éducation, par exemple. En fait, tout ce qu'on appelle l'utilisation équitable dans les cas de critique. Il y a des critères à respecter. Fait que, peut-être que des fois, vous pouvez vous rendre compte que vous pouvez prendre une œuvre et que vous n'êtes pas soumis au droit d'auteur parce que vous rentrez dans une exception. Ça reste un terrain très glissant, mais il existe aussi, c'est important de le dire, des exceptions au droit d'auteur. Mais moi, je pense que, de façon générale, un travail de design graphique qui, pour un client qui va diffuser, affiche dépliant, peu importe, on ne rentrerait pas dans une exception. Je vois mal, enfin, peut-être, là, mais je vois plus difficilement comment ça peut s'insérer dans une exception. Mais il faut savoir que ça peut exister. Mais sinon, à part l'exception, à part le fait que c'est dans le domaine public, parce que ça fait plus que 70 ans que la personne est décédée, c'est la question de la licence qui va être importante. Ouais. Mais que vous pouvez acheter, parce que vous pouvez aussi acheter une licence. Il n'y a pas juste des trucs libres de droit. Là. Mais puis je pense que ce qui est important dans votre métier, c'est de vous assurer que chaque fois que vous utilisez quelque chose, c'est libre de droit, parce que normalement, les contrats que vous signez avec le client vont indiquer « Je garantis que l'œuvre que je propose, l'affiche, elle-même est libre de droit. » C'est ça. Ça fait que vous êtes en train de dire au client, fais ce que tu veux avec l'affiche, mets-la partout dans la ville. Mais si de l'autre bord, ce que vous avez mis dedans n'est pas libre de droit, c'est vous qui êtes responsable. Parce que vous venez de garantir à l'autre, à votre client, que vous avez libéré tous les droits. Mais en fait, vous n'avez pas tout à fait libéré, parce que la personne au départ va dire, hey, ce coucher de soleil-là, là, moi, j'ai dit juste sur un fond d'écran que vous pouvez l'utiliser. Je n'ai jamais dit, tu sais. Ouais. Fait que, c'est pour ça qu'il faut être assez maniaque, même quand c'est écrit libre de droit, de ce que ça veut dire exactement. C'est informé, là. Oui, parce qu'après, c'est votre responsabilité professionnelle. Exact. Par rapport, mettons, au truc, les banques de typographie, d'images, tout ça, mettons qu'il faut que tu achètes la licence, comment ça marche après pour redonner au client? Est-ce que le client doit lui-même acheter la licence ou on peut faire une session comme de... Ben, d'habitude, quand tu l'achètes, ça vient avec le fait que tu peux l'utiliser. Encore là, il faut que tu regardes les conditions d'utilisation, mais c'est sûr qu'il y a des graphistes qui vont utiliser une banque de typos. Ben, forcément, enfin, je dis forcément, sous réserve de voir ce qui est écrit, mais normalement, ça veut dire qu'on peut utiliser la typo et que c'est normal que ça se retrouve à 100 000 exemplaires produits. Il faut que ça, ce soit dans la licence. Comme ça, tu garantis à ton client qu'il pourra faire le nombre d'affiches qu'il veut puis il ne sera jamais inquiété. Typo, image, si c'est protégé par le droit d'auteur, c'est la même logique qui s'applique. Est-ce qu'on doit, comme les deux, acheter la licence? Oui, c'est ça. C'est-tu juste si le créateur, il l'achète? Ben, habituellement, écoute, il y a peut-être des cas où c'est possible, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut, que dans la chaîne de titres, là, on va l'appeler comme ça, qu'à la fin, mettons qu'il y a 100 000 posters de fête, là, il faut que ces 100 000 posters de fête-là, si on recule, la personne qui a fait l'image au départ est autorisée. Ça fait qu'il faut que tu recules. Ça fait que normalement, toi, comme graphiste, tu es capable de libérer les droits. Tu devrais être capable de dire
à ton événement qui va faire 100 000 copies, il n'y a pas de problème pour les images, pour la typo. J'ai libéré les droits. Donc, lui, il te paye toi. Mais tu sais, dans ce que tu lui charges le prix de la licence aussi que C'est ça ça. coûte, tu sais. Mhm. Mais en général, tu sais, puis les secteurs fonctionnent pas tous de la même façon, là, mais tu sais, lui, il paye une fois pour pouvoir faire ses 100 000 copies. Et toi, tu sais, si on recule donc dans cette chaîne de titres-là par rapport à la personne qui fait la typo d'image, tu t'es assuré que tu avais le droit de permettre à l'autre de faire 100 000 copies. Mais tu sais, c'est pour ça que c'est important, quand tu signes le contrat avec le client, de savoir ce qu'il va faire avec Ouais. ce que tu Mhm. fais. Tu sais, parce que ça se peut que tu dises, OK, ça, on ne peut pas. Tu sais, j'ai pas obtenu les droits sur la typo pour faire ce que tu veux faire. Tu sais, si tu veux ça, ça va te coûter plus cher parce que moi, il faut que je retourne en arrière, il faut que je lui demande. Tu sais. Mhm. Puis, tu sais, il est là. Puis, c'est vrai que ça devient un peu plate. Ben, un peu plate. Tu sais, c'est vrai que c'est pas votre métier, mettons. Puis, c'est Mhm. pas le métier des artistes de regarder des contrats puis de regarder des licences, mais tu sais, je trouve que dans votre cas, il faut qu'il y ait un peu cette habilité-là qui se développe, qui est pas si pire. Tu sais, je veux dire, tu sais, à un moment donné, tu vois que c'est toujours les mêmes. Ouais, c'est Mhm. ça, ça revient. C'est toujours un peu le même jargon, puis tu finis par comprendre, puis tu vois un peu ce qui se passe. Mais tu sais, un des mythes, c'est de penser que parce que c'est sur Internet, c'est libre de droit. Mhm. Alors que Pas du tout. pas du tout. Quelqu'un a permis qu'il soit là, tu sais, peut-être même qu'il est là sans que la personne soit d'accord Le en sache, plus, là, là, ouais. Ouais. mais tu sais, ce que la personne a permis, c'est qu'il soit diffusé sur Internet. Vous n'allez pas dire, OK, super, Ouais. je copie l'image, puis maintenant je m'en sers. Mhm. Ça ne veut absolument pas dire ça. Fait qu'admettons que je fais un logo avec une typo. Moi, j'achète la typo. Fait que lui, il n'a pas besoin d'acheter la typo. Non, mais il Lui, faut que mais il faut que moi, dans le fond, j'aille libérer les droits sur la en typo, achetant oui, la typo. c'est ça. Puis il faut que OK. la typo sache à quoi elle va servir. OK. C'est ça qui est important. OK. Tu Je sais, comprends. chaîne de titres, c'est vraiment ça. Là. Tu sais, à la fin, tu as le logo avec la typo, tu as toi au milieu, puis tu as la personne qui a fait la typo. Tu sais, il faut que Mhm. la personne qui a fait la typo soit d'accord avec le fait que sa typo est utilisée sur un logo. Surtout un OK. logo tu sais, qui Ouais. va sortir sur toutes sortes de formes, tu sais, puis tu sais, peut-être pendant plusieurs années. OK. Puis admettons que j'ai un client qui m'approche pour faire un logo ou une affiche, whatever. À quel moment je devrais lui faire signer mon contrat? Ça serait au tout début parce que ouais, probablement. Parce que j'imagine. Il y a beaucoup de créateurs qui ont été volés un peu là, de l'argent, qui ont fait de quoi, puis là, finalement, la personne l'a pris, puis ils n'ont jamais été payés pour le projet. Fait que c'est comme au début que je fais signer mon contrat, genre. Moi, je trouve que c'est la meilleure pratique, Ouais. c'est le plus tôt possible. Tout à fait. Tu sais, puis c'est là que tu vois, il y a peut-être d'autres frais qui doivent payer. Tu sais, peut-être que Mhm. toi-même, tu dois faire des photos. Auquel cas, je veux dire, il faut que tu trouves un studio. Tu sais, je veux dire, Ouais. c'est pas, c'est jamais donné. Tu sais, vous le savez, c'est pas gratuit, tu sais, faire Mhm. une affiche. Sauf si vous la faites faire par l'intelligence artificielle, ce qui pose d'autres problèmes. Ouais. Mais c'est ça. Il y a tout un travail. Fait que, tu sais, oui, moi, j'aurais tendance à dire, dès le départ, vous mettez ça au clair. Puis, tu sais, vous permettez peut-être de renégocier le contrat si jamais. Ouais, c'est ça. Oui, Ça, faut que tu le mettes dans le contrat. oui. Tu sais, Parfait. si les heures sont dépassées de façon importante, s'il y a des nouvelles demandes du client, par exemple, tu sais, tout ça. Puis, tu sais, comme je disais tantôt, ce qui est important, c'est de dire, OK, ça, c'est l'œuvre, là, on va appeler ça une œuvre, une Mhm. affiche ou un logo, peu importe, et voici ce que j'aurai le droit de faire. Tu sais, puis on comprend que si c'est un logo, le client va dire, mais je peux tout faire avec mon logo. Tu sais, je veux dire, c'est pas vrai qu'à chaque fois qu'on fait du papier en tête, je vais négocier avec toi, tu sais. Ouais. Tu sais, fait que moi, je veux tous les droits sur mon logo. Je te paye pour le concevoir, mais comme on disait tout à l'heure, lorsque je l'utiliserai, tu sais, peut-être que j'aurai une licence annuelle à laquelle tu ne pourras pas dire non, je vais juste te payer annuellement chaque fois que tu sais, que je m'en sers. Tu sais, pour pas, tu sais, ce que le client veut probablement pas, c'est qu'après 3 ans, tu dises, ça me tente plus que tu utilises mon logo. Tu sais, Ouais. puis, tu sais, c'est comme, tu sais, on comprend que sur le plan commercial, ça va être le sien, puis ça va être sa Mhm. propriété. Mais, Ouais. tu sais, comme je disais, si vous pouvez demeurer attaché financièrement à l'utilisation du logo, c'est vraiment la situation la plus intéressante pour vous. Ouais, OK. puis ça, mettons, Ça serait quoi un exemple? est-ce qu'au départ, tu peux dire comme, ah, ça va être tel montant fixe pour comme la création, tout ça, mais si ça devient, mettons, plus gros, c'est tant par année selon comme ce que vous faites ou... Ben, tu sais, il y a une grande liberté contractuelle. Ouais. Tu sais, puis il y a des modèles à imaginer. Moi, j'ai l'impression, puis tu sais, je ne l'ai pas vu, mais tu sais, j'aurais pas de misère à croire que
certaines personnes ont dit ça va être annuellement selon le chiffre d'affaires, par exemple. C'est ça. Tu sais, ça va être 0,0, tu sais, une fraction, là, mais lié au chiffre d'affaires. Ça fait que tu sais, plus la compagnie a un gros chiffre d'affaires, Plus t'es rémunéré. plus tu es rémunéré. Tu sais, ça peut. Et pour ça, il faut que tu aies comme fait un peu le branding au complet de la compagnie, dans un sens. Ouais, ben en tout cas, Ou- il faut que tu aies accès certainement à. Ah Mais tu sais, puis eux, ils vont pas vouloir nécessairement dévoiler quelque chose. Fait que tu sais, faut que tu trouves une formule où c'est pas compliqué non plus, C'est où tu ça. n'auras pas besoin d'envoyer une personne, tu sais, fiscaliste pendant 2 jours, Vérifier, tu sais, pour voir c'est quoi finalement le montant. Tu sais, tu trouves une formule facile, tu sais, qui peut-être tourne un peu les coins ronds, mais en tout cas qui te permet, puis c'est vraiment le secret en droit d'auteur, de continuer d'être associé au succès de l'œuvre. Tu sais, si ton œuvre fonctionne, ben, il est normal qu'en tant que personne qui l'a créé, tu puisses continuer d'en tirer des revenus. Mais tu sais, les logos, c'est vraiment pas toujours ça. Tu sais. Mhm. Tu sais, bien des cas, les logos, c'est je te paye une fois, je suis une grosse compagnie, fait que je te donne un bon montant, mais on n'entend plus parler. Là, tu sais, c'est fini après. OK. Puis, dans le fond, ça serait quoi la responsabilité du designer si jamais un client est poursuivi Qui pour un serait usage illégal? Mettons que je fais quelque chose, puis là, finalement, le client, il se fait poursuivre pour plagiat ou whatever. Genre, ça serait quoi, mettons, les conséquences que Ben, ça pourrait... ben, c'est-à-dire que tu sais, normalement, dans ton contrat avec le client, tu lui garantis que ce que tu lui donnes est original. Fait qu'après ça, c'est... Fait que lui, il se retourne contre Ça toi. tombe tout à C'est ça. faute. Ouais. Puis, c'est. Faites bien votre job, le type, là. Oui, c'est ça. Exact. Puis, tu sais, tout ce à quoi il va être condamné, ce client-là, il pourra après te poursuivre en te disant tu m'avais garanti que c'était original, ça vient de me Ouais. coûter 30 000 C'est ça. parce que c'était un plagiat. Ça fait que. Fait que c'est toi qui payes le 30 Oui. 000 dans le fond. Oui. Puis, tu sais, puis la personne qui poursuit. Puis la personne qui C'est chaud. poursuit, tu sais, de toute façon, ce qu'elle risque de faire, c'est d'être poursuivi aussi. Mhm. Tu sais, ce que le client ferait normalement, c'est qu'il mettrait en cause, la graphiste, il te mettrait en cause. C'est ça. Il dirait, OK, je suis poursuivi, mais je te mets en cause, je t'inclus tout de suite dans la poursuite parce que tu m'avais garanti ça, puis Ouais. je veux que tu sois dans la discussion, mettons. Là. OK. Et qu'à la Ouais. fin, le juge puisse te condamner, toi, parce qu'il va bien voir que tu me l'avais garanti, puis que finalement... C'est ça. Ça l'évite de faire T'es- comme un deuxième procès. Exact. À mettons. l'aide, oh my god. OK. Ouais. Damn. Avant That's qu'on crazy. pose une question, j'ai C'est quoi juste- ça veut dire qu'on en est, genre? Condamné, c'est Je que- m'en vais en prison, genre? Non, non, non. non, OK. non. Ben, c'est-à-dire, dans les cas de droit d'auteur... Les menottes directement. Ah, mettez-moi les menottes. Ouais, c'est ça. Plagier. OK. Non, c'est pas... en droit d'auteur, il y a peu de prison. C'est souvent plus des compensations. Oui, c'est ça. Ouais. C'est essentiellement Ok. de l'argent. Ouais. Tu sais, puis des fois, ça peut être des destructions d'œuvres ou remises des œuvres, Ouais. tu sais, des copies faites illégalement, tout ça. Mais sinon, c'est de l'argent. Tu es condamné... En fait, la phrase n'était pas effectivement complète. Tu es condamné à payer de l'argent OK, c'est ça. et non à passer le reste de ta vie en prison. Ça, t'es condamné chez même. 9 ans de prison pour, T'imagines? là? Pour un, ouais. J'ai pris pour un ma logo. shopping pour de- un plagiat. Ouais. Ouais, plus au début, on parlait comme quoi que quand que les artistes ou les gens en musique, peu importe, poursuivaient, après ça, les gens voulaient pas nécessairement les engager, vu que, ils poursuivent les gens, ils font faire leurs droits, non, non, non. Mais ça, moi, je l'avais vu dans mes cours, me semble, là, c'est pas une forme de discrimination, dans un sens, ou, ben vu que, justement, c'est comme un travailleur autonome, ça s'applique pas comme s'il travaillait au public, mettons. Je sais pas si Oui, ça fait oui, du je sens. comprends. Tu sais, par rapport à, mettons, un employé qui serait syndiqué, Ouais, c'est ça. tu sais, qui va se plaindre de ses conditions de travail, il va quand même rester au sein de l'entreprise, puis parce que le syndicat va le protéger. Tu as raison de dire que le fait d'être travailleur autonome, tu sais, c'est la C'est ça difficulté, qui c'est le que protège Tu sais que pas. t'es pas syndiqué. tu n'es pas syndiqué, puis tu n'as pas de protection, puis tu es très fragile et vulnérable à toutes sortes de rumeurs, de perceptions, tu sais, de concurrence avec n'importe qui d'autre. Ça fait que, tu sais, il y a ça. Tu sais, je dis pas que ça arrive nécessairement, mais tu sais, puis comme je disais, c'est un peu déplorable, mais tu sais, si à la fin, tu as fait valoir tes droits, puis que tu avais raison, puis que tu as gagné, ben, tu sais, on devrait être content, puis ça devrait pas t'empêcher Non, de, c'est ça, de exact. continuer ta carrière. Évidemment, si tu passes ton temps à poursuivre tout le monde, puis que tu n'as pas raison, tu sais, à un moment donné, on fait OK, tu sais, ça, c'est comme juste un paquet de troubles, cette personne-là, puis on ne veut pas faire affaire avec, tu sais. Ça, c'est autre chose. OK. Mais je ne sais pas si c'est dans ce sens-là que tu allais. Ouais, ben je pense que ça répond à ma question. Mais, Je pense. oui, mais en tout cas, oui, ça existe, mais tu sais,
tu fais bien de faire la distinction entre travailleur autonome puis syndiqué. Ouais. Ça, c'est clair. Puis c'est le défi souvent des gens en graphisme ou peu importe, là, qui sont en entreprise, mais même si c'est une petite compagnie, vous n'avez pas nécessairement un syndicat, puis vous êtes en affaires, puis vous n'avez pas la protection que quelqu'un qui est dans la fonction publique, par exemple, peut avoir. Ce serait quand même Puis d'ailleurs, ce qui m'amène à un point, parlant d'employeur, puis ça, c'est quand même important je pense, de le dire. Le droit d'auteur, au départ, c'est donné à la personne qui crée l'œuvre. Donc, tu fais un dessin, tu fais une typo, vous avez le droit sur ce que vous avez créé. Et donc, vous êtes ce qu'on appelle en droit d'auteur titulaire des droits. C'est à vous, ces droits-là, c'est votre propriété avec donc tout ce qu'on a dit qui en découlait. Il y a une exception dans le droit d'auteur qui est lorsque l'œuvre est exécutée dans le cadre d'un travail salarié, les droits d'auteur vont à l'employeur. Fait que vous demeurez autrice, mettons, de ce que vous avez fait, mais c'est votre employeur qui a les droits. Puis ça, c'est quand même une distinction qui peut être importante de savoir. Puis ça veut dire être employé, dans le sens où le droit d'auteur l'entend, c'est pas avoir un contrat, mais vraiment avoir, pas une commande, je veux que tu me fasses quelque chose. Être employé, ça veut dire... mettons, on travaille en agence, ça, mettons? Ça pourrait être ça, mais tu es sur la liste de paye, tu as une paye à chaque 2 semaines, puis tu es salarié de l'entreprise. Tu travailles au gouvernement du Québec, puis tu es graphiste au gouvernement du Québec. Ben, tu es auteur de ce que tu fais, mais les droits d'auteur vont à ton employeur. Ça fait que si c'est pas l'employeur qui va négocier les contrats, qui va faire quoi que ce soit, toi, tu produis les œuvres qu'on te demande de produire, tu fais le graphisme qu'on te demande, mais c'est pas toi qui en as la propriété, c'est ton employeur. OK. Fait que ça, c'est... Mais tu sais, c'est pas un cas de commande. Si je te commande une œuvre, c'est pas ça. Il faudrait que tu sois mon employé, que je te paye et que dans le cadre de ton travail, c'est du graphisme qui est demandé. Tu sais, je veux dire, si tu es employé comme comptable puis que sur tes heures de dîner, tu écris des poèmes, ben, je veux dire, ces poèmes-là, c'est pas moi comme employeur qui a les droits d'auteur dessus. Tu sais. Je comprends. Fait que, il faut que ce soit dans le cadre de ton travail. Donc, il y a une certaine supervision que je te demande de le faire et que tu sois salarié. Là, donc, je suis, enfin, c'est moi, là, ou mon entreprise ou l'État ou peu importe, là, est titulaire des droits sur ce que tu vas faire. Même si tu resteras à jamais autrice de ce que tu as fait. Oui, c'est ça. Puis mettons qu'on fait un parallèle, mais avec l'université, les projets qu'on fait dans le cadre de nos cours, des trucs comme ça, est-ce que c'est automatiquement l'université qui ont le droit d'auteur ou les droits d'auteur restent quand même à nous? C'est un sujet qui est un peu débattu, mais je dirais que la réponse la plus officielle, c'est que les étudiants et étudiantes demeurent titulaires des droits sur ce qu'ils font, ce que vous faites dans vos cours, puis tout ça. Là. Puis c'est parce qu'il y avait une exception qui a été discutée dans la loi sur le droit d'auteur qui disait contrat de ce qu'il appelait à l'époque maître-apprenti, mais je ne l'ai jamais vu être appliqué dans un cadre scolaire. Ça fait que donc, tout ce que vous faites dans le cadre de vos cours, ça reste à vous. Et si vos profs veulent s'en servir pour une expo, pour mettre sur un site Internet, ils doivent vous demander la permission. Droit d'auteur, c'est pas le jour où tu es professionnel. Je disais tantôt, un enfant de 5 ans, sur ses dessins, un droit d'auteur. Donc, on comprend que étudiant, étudiante en graphisme a forcément les droits. À partir du moment où ce que vous avez fait est original, vous avez les droits dessus. Puis, ce qui est intéressant, c'est que justement, dans le cadre d'un cours, la commande peut être une idée qui est lancée, puis on voit bien qu'il y a 25 itérations différentes de cette idée-là, ce qui montre bien que c'est pas tant l'idée qui est protégée, c'est comment on a exprimé l'idée. Donc, vous gardez vos droits. Là où c'est parfois plus discuté dans les universités, c'est quand il y a des contrats de recherche. Puis là, ben, il faut lire le contrat de recherche, qu'est-ce qu'il dit. En général, ce qui est demandé, c'est que les étudiantes conservent les droits. Ou en tout cas, une partie, qui ne les cèdent pas tout à fait. Puis c'est dans le cadre de recherche. Fait que, normalement, il n'y a pas d'argent à la fin. Il n'y a pas quelqu'un qui fait des profits avec ce que vous allez faire. Peut-être qu'il y aura une exposition, peut-être qu'il y aura une publication, mais je veux dire, on comprend que c'est en général pas des contextes qui sont payants. Là, donc, c'est des contextes qui ont été subventionnés puis tout ça. Mais quand même, il faut, normalement, dans votre contrat de recherche, il faut qu'il y ait une mention sur la propriété intellectuelle ou le droit d'auteur. Là. Donc, qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire? Puis ça, vous pouvez toujours demander au Bureau du droit des étudiants, tout ça. Là, ils sont au courant de des limites qui peuvent être apportées à ça. Puis après, dans les universités,
l'autre question qui est vraiment le nuage, je dirais, gris très foncé, sinon noir, par-dessus la tête de toutes les universités, je ne parle certainement pas juste de celle-ci, c'est tous les articles écrits par des profs, en fait signés par des profs, mais beaucoup écrits par des étudiants et étudiantes, tu sais. Euh, et puis là, c'est ça. Puis encore, tu sais, puis c'est un peu la même chose, c'est la question que tu posais tantôt. Tu sais, si l'étudiant se plaint, dire, hey, tu sais, mon nom n'est pas là, puis c'est Ouais. moi qui l'ai écrit, ben, est-ce que ça fait en sorte qu'après, il n'y a plus un prof qui va vouloir travailler avec, alors que C'est ça. l'étudiant fait juste revendiquer quelque chose C'est auquel il a droit, droit, tu ouais. sais. Il a écrit en partie, il est co-auteur ou co-autrice de cet article-là, donc on devrait le reconnaître. Euh, Ça se fait. Tu sais, je dis pas que, tu sais, je dis que c'est un nuage noir ou gris par-dessus la tête des universités. C'est pas systématique, mais tu sais, on entend parfois des histoires et ça existe encore, cette C'est idée ça. que tu sais, le prof met son nom en premier, puis alors que il y a plein d'autres noms qui devraient être là. Ou le prof ajoute son nom alors que tout ce qu'il a fait, c'est donner les clés du labo où l'expérience se fait, Ouais. mais je veux dire, puis il a payé, tu sais, mais encore là, c'est intéressant parce que, tu sais, il y a des profs qui disent, on paye tout le monde, donc on devrait avoir notre nom. Comme si c'était des salariés, dans le fond. Ouais, ben, c'est-à-dire comme si le fait de payer te donnait le titre d'auteur. Ouais. Alors que peut-être que c'est des pratiques universitaires, ça c'est une chose, mais pour le droit d'auteur, le fait de payer te donne pas le titre d'auteur. Tu sais, tu es auteur en droit d'auteur parce que tu as contribué de façon créative à l'œuvre. Tu sais, si on fait une œuvre les trois ensemble, je veux dire, il faut que tous les trois, on ait une portion de création pour qu'on puisse dire que c'est une œuvre qu'on signe à trois. Si moi, je fais juste donner l'idée, puis que vous la faites, je ne suis pas co-auteur. Ouais. Si moi, je vous paye, puis vous la faites, je ne suis pas co-auteur. Mais C'est la part à la création pour le droit d'auteur, en tout cas, qui fait qu'on est qu'on peut se dire titulaire de l'œuvre puis auteur de cette œuvre-là. ouais. Ok. Mais est-ce que ça ferait pas comme un peu le salarié que tu parlais tantôt, en mode, dès que tu es salarié, ton droit d'auteur vient comme à ton entreprise, vu que comme le professeur paie les élèves pour faire la recherche ou le projet ou peu importe, est-ce que les droits d'auteur viendraient pas comme automatiquement au professeur? Genre? On voit que ton début de bac en droit te fait raisonner de façon intéressante pour ça. Parce que oui, c'est sûr qu'on peut faire le parallèle, c'est évident. Mais c'est pas la même chose, justement, parce que le salarié ou la salariée peut avoir son nom ou pas associé à son œuvre. Puis après, c'est vrai que son nom pourrait ne pas être là parce que le fait que son nom soit là, c'est ce qu'on appelle le droit moral. Puis ça, on n'en a pas parlé, mais c'est le droit moral, c'est le droit que son nom soit associé à son œuvre. Puis, dans les trucs libres de droit, d'ailleurs, c'est important d'aller voir s'il n'y a pas des mentions sur le droit moral, si donc la personne ne dit pas tu peux utiliser mon image, mais je veux que mon nom soit associé. Fait que, c'est à la fois le fait que le nom soit associé à l'œuvre, donc c'est le droit d'attribution-là. Puis c'est aussi le droit moral, le fait qu'on ne déforme pas, qu'on ne détruise pas l'intégrité de l'œuvre. Mais dans ton cas, théoriquement, tu ne perds pas ton droit moral, même en étant salarié, OK. théoriquement. Après, on va pas le mettre nécessairement, puis ton employeur, il le sait, puis ça peut être dans ton contrat d'emploi de toute façon, puis ou c'est dans ta convention collective, parce que des fois, c'est ça, tu as des conventions collectives qui vont prévoir pour tel type d'emploi ce que vous allez faire, la propriété intellectuelle appartient à. Fait que, ça se peut que tu n'aies pas de droit, mais tu es déjà d'accord avec ça. T'sais, dans ton contrat de travail, c'est écrit que tu ne pourras jamais rien revendiquer, puis que même ton nom apparaîtra pas sur les procès-verbaux, mettons, que tu fais, ou sur les Ouais. rapports que tu vas écrire, ou sur le design que tu vas faire, etc. Mais ça, normalement, c'est prévu. Fait que tu n'as pas à le négocier. Enfin, tu peux peut-être le négocier si tu veux, mais en général, si c'est une convention collective, tu n'as pas une grande marge de manœuvre de Non, négociation, puis ça t'est imposé comme ça. Alors, pour en revenir à ton exemple, oui, étudiant, étudiante avec un prof, l'analogie est intéressante, mais justement, c'est pas dans ce cadre-là. C'est dans un cadre d'apprentissage, c'est dans un cadre contractuel. Fait on ne peut pas le raisonner comme ça, mais c'est comme si des profs le raisonnaient de cette façon-là, en disant je te paye, fait que tout ce que tu fais est à moi. OK, Mais je comprends. c'est pas nécessairement ça, à moins que le contrat le permette. Puis c'est là qu'il y a beaucoup d'associations étudiantes qui revendiquent le fait que il y a un peu d'exagération des fois de la part des chercheurs. Au niveau des contrats puis tout ça. Oui, c'est ça. OK. Mais par contrat, on fait bien ce qu'on veut. Ben oui. Ouais. Je veux dire, le droit est à toi, il est à toi. Je veux dire, c'est votre propriété. Vous voulez vous en débarrasser, le vendre pour une pièce. Je veux dire, le droit d'auteur ne va pas dire non. Là. Non, exactement. C'est ça. Ou le vendre pour 1 million. Je veux dire, ça fait que des fois, il y a des conventions collectives, puis il y a déjà un cadre qui s'applique, mais le plus souvent, quand vous êtes travailleur autonome,
je veux dire, c'est la liberté contractuelle à peu près totale qui s'applique. OK. Puis, admettons, il y a beaucoup de lois qui changent de pays en pays. Est-ce que les lois des droits d'auteur, c'est vraiment comme universel? C'est-tu international ou ça change quand même de pays en pays? Ben, ouais, mais question intéressante parce que il y a des conventions internationales. Il y en a une même qui date de la fin 19e, là, qui assure un minimum, si on veut. Tu sais, l'idée que on protège pas les idées, ce principe-là. Puis en fait, il y a certains éléments qui s'appliquent dans tous les pays parce qu'ils ont signé des conventions internationales. Et OK. ces conventions-là vont faire en sorte que, puis si on revient à l'exemple de la SOCAN, on parlait de la SOCAN tantôt qui représente, en tout cas au départ, c'est les auteurs, compositeurs, interprètes de musique. Bien, chaque pays a l'équivalent d'une SOCAN. Et la SOCAN, qui est donc l'Association canadienne, représente au Canada les Français, les Américains, les Belges, les Sénégalais, etc., etc. Et chacun dans son pays a l'équivalent d'une SOCAN et va représenter les autres pays. Donc, la SOCAN a des ententes qu'on appelle de réciprocité pour représenter, par exemple, les Français ici et pour que les Canadiens soient représentés en France. Fait que, tu as au niveau contractuel quelque chose qui fonctionne, qui assure aussi une forme de standardisation. OK. Puis, il y a donc, sinon, comme je disais, des ententes, mais il y a quand même, puis, tu sais, c'est quelque chose qu'il faut dire peut-être aussi, là, plus qu'une tendance dans le droit d'auteur. C'est-à-dire que le droit d'auteur est arrivé en Europe, je le disais rapidement avec l'imprimerie puis tout ça, là, mais puis je disais, c'est une construction, genre, on construit un peu comme on veut. Oui, il y a un minimum, mais on n'a pas nécessairement toutes les mêmes conceptions. Le droit d'auteur plus européen pur, disons, France, Allemagne, Belgique, etc., est très centré sur la personne de l'auteur. Et l'œuvre, c'est vraiment le prolongement de la personne de l'auteur. C'est l'enfant, c'est la partie du corps. J'exagère, mais c'est de cet ordre-là. Et l'autre tendance, qui est la tendance plus anglo-saxonne, Angleterre, enfin Grande-Bretagne, États-Unis et Canada et d'autres pays, cette tendance-là est moins axée sur l'auteur et beaucoup plus sur l'œuvre, sur la circulation de l'œuvre. Fait que, il y a une autre idéologie, si on veut, droit d'auteur derrière ça. Et ce que ça fait... Donc, c'est pour ça que... Ça, c'est une question, je veux dire, c'est une question qui est infinie, là, que tu poses, parce que ça peut nous amener à des distinctions entre courant qu'on appelle continental, là, qui est le courant européen, puis le courant anglo-saxon, puis comment ils ne voient pas les choses de la même façon. Dans le courant anglo-saxon, il y a beaucoup plus d'exceptions. L'auteur n'est pas au centre de l'œuvre. Le fondement du droit d'auteur pour cette conception-là, c'est un peu l'incitatif à créer. C'est-à-dire, donnons des droits d'auteur, il faut que ça incite des gens à créer parce qu'ils savent qu'en créant, les gens vont avoir des droits et ils vont pouvoir après, en retirer certains bénéfices, mais c'est de cet ordre-là. Donc, c'est un incitatif plus économique à créer, alors que dans le cas du courant plus continental, français, etc., c'est un droit qui est, je dis, un peu naturel. Ça fait qu'on donne le plus de droits possibles. Il y a le moins d'exceptions possibles. Fait que, juste quand tu regardes la liste des exceptions dans ces pays-là, la liste des protections, ben, en Europe, en gros, ils sont plus protégés qu'aux États-Unis, les auteurs. Même s'il y a quand même un fonds. C'est pour ça des conventions internationales vont mettre un fonds commun à tout le monde. Mais après, il y a beaucoup de variations dans comment on va le régir, puis qu'est-ce qu'on va faire avec ça. OK. OK. Puis, les procès, puis, juste parce que c'est très d'actualité, les projets sur l'intelligence, les procès, c'est-à-dire sur l'intelligence artificielle, ce qu'on a, puis, l'intelligence artificielle qui peut potentiellement menacer votre métier, oui, mais ça, j'imagine, vous avez des gens qui vont venir en parler, mais... On est... pas cette saison, mais c'est prévu pour une prochaine saison. Ouais. Mais en tout cas, il y a là quelque chose. Sneak peek. Mais ben, c'est ça. C'est-à-dire que les procès qu'il y a, c'est parce que des compagnies, puis c'est là que mon point, c'était que c'est beaucoup plus des compagnies américaines qui, pour l'instant, sont poursuivies puis le font. Je ne veux pas non plus les diaboliser, là, puis je ne veux pas non plus montrer qu'il y a une séparation à ce point grande entre les deux courants parce qu'il y a quand même, c'est pas... oui, c'est opposé, là, mais il y a quand même beaucoup de ressemblances. Mais l'intelligence artificielle, c'est précisément ça que ça fait. C'est-à-dire les procès sont autour du fait que ces compagnies-là, ou enfin ces algorithmes ou machines-là, on va les appeler des machines, moissonnent tout ce qu'elles trouvent sur le net, images, textes, musique, etc.
et ne paye pas. Sauf de très rares cas où il y a eu des ententes, mais les procès, c'est justement des procès où il y a eu, non seulement il n'y a pas eu de demande de permission, mais il n'y a pas de paiement non plus. Et, Mhm. et après, donc, je veux dire, ils se retrouvent avec des millions d'images. Alors, c'est plus facile de leur dire, faites-moi une image avec ceci. Même si peut-être esthétiquement, il y a des standardisations dans ce qui sort, ça, c'est comme un autre débat, mais et c'est là qu'ils sont poursuivis. Puis c'est là ressort un peu le clivage entre un point de vue très américain, puis on le voit dans des rencontres internationales sur le droit d'auteur, sur l'intelligence artificielle. Les Américains, eux, sont du type, il faut innover le plus possible et il ne faut pas qu'il y ait de contraintes à l'intelligence artificielle, alors que d'un point de vue européen, ils ont voté des lois encore récemment qui disent, ben, ça prend de la transparence, peut-être mettre des formes de rémunération, ça prend peut-être un opt-out pour les auteurs qui peuvent dire, ben, finalement, moi, je ne veux pas que mes œuvres soient là-dedans. Tu sais, il y a quelque chose qui n'est pas juste la grande liberté de prenez tout ce que vous trouvez, nourrissez vos algorithmes avec ça, puis il n'y a pas de problème. Tu sais. Fait que les procès sont autour de ça, et ça nous montre, puis c'est pour ça que j'en parle, ça nous montre quand même le clivage entre un point de vue plus anglo-saxon et un point de vue plus Ouais, européen, c'est ça. même sur la question de l'intelligence artificielle. Puis ça, vu que c'est nouveau, dans le fond, il n'y a comme pas vraiment de loi ou de Encore, jurisprudence ouais. déjà par rapport à ça. Ben, il commence à avoir de la jurisprudence, justement, Ouais, parce un qu'il peu. commence à avoir des conclusions de procès où on est en train de dire, entre autres aux États-Unis, mais tu sais, c'est difficile de faire un constat final, mais la tendance qui émerge, c'est qu'on va trouver que c'est d'utilisation équitable. Donc, ils ont le droit, en OK. tout cas aux États-Unis, de moissonner, de nourrir sans demander d'autorisation et sans payer. OK. Puis à l'inverse, on a des lois en France qui disent on ne peut pas le faire à ce point-là là, sans payer, sans rémunérer. Ça fait puis, donc, d'une part, il y a un côté où ils laissent un peu les juges travailler, puis en Europe, où ils sont un peu plus proactifs, puis ils essayent d'y Ouais. aller avec des lois pour ne pas attendre que peut-être dans 15 ans, ou 10 ans, des tribunaux arrivent à une conclusion. Il faut que tu agisses beaucoup plus vite que ça. Ça fait que la façon de régler un problème, en général, c'est par des lois. Mais en même temps, l'Europe, c'est pas si facile de faire des lois. Là. Je veux dire, il y a des souverainetés entre pays, puis il y a des lois qui sont communes, puis enfin, c'est un autre débat. Mais il y a ça. Mais ce qui est intéressant dans l'intelligence artificielle, c'est que moi, j'ai pas vu de revendication de producteurs d'IA générative là, Mhm. dire qu'ils ont un droit d'auteur sur ce qui sort. Ouais. Ce qui sort à la fin, quand tu dis fais-moi une affiche avec telle et telle chose, il n'y a aucun producteur, en tout cas, j'ai jamais vu qui dit c'est fait avec C'est notre moi. algorithme. Ouais. Fait qu'on C'est n'est ça. qu'auteur. D'une certaine façon, il s'en fout complètement. Puis on peut aussi dire que c'est dans le domaine public ce qui sort. Qu'il n'y a pas de droit. En tout cas, c'est une position qui se défend. Si on ne fait que donner quelques indications à l'intelligence artificielle, fais-moi une affiche où il y a, on voit des gens heureux en train d'écouter de la musique, puis qu'on ne dit pas plus que ça, sort quelque chose, ben, c'est difficile de dire que nous, on a été créatifs. Notre rapport, puis on revient à l'originalité, c'est pas clair que c'est original. Si ce qui sort, on fait ah ouais, OK, je savais pas que ça allait être ça. C'est ça. OK. On n'est pas en train de dessiner. Fait que, peut-être que dans ce cas-là, où vraiment l'intervention humaine est très minimale, où on n'a pas le Mhm. contrôle sur ce qui sort, si c'est l'algorithme qui est l'auteur, ben, l'œuvre va être dans le domaine public parce que le droit d'auteur s'applique aux humains. Puis là, on ne peut pas donner. Enfin, à date, en tout cas, on ne donne pas des droits à des machines. Il faut qu'il y ait un humain derrière, puis l'apport créatif de l'humain n'est pas assez grand. Donc, on dirait que c'est une œuvre qui appartient à personne. Fait que, ça aussi, c'est là que ça vient chambouler. Quand je disais tantôt l'intelligence artificielle au début, les technologies, l'intelligence artificielle vient bousculer le droit d'auteur, c'est parce que c'est pas une technologie qui reproduit c'est pas comme un photocopieur, mettons, ou Internet qui diffuse au public. C'est l'intelligence artificielle qui crée des œuvres, Créer des affaires, ouais. remplace les auteurs. C'est ce que toutes les autres technologies avant ne faisaient pas. Les autres technologies étaient toujours sur reproduction, communication. Mais là, on en a une qui fait des œuvres. Et là, c'est beaucoup plus déstabilisant pour le droit d'auteur. Mais si je paye pour cette œuvre-là, ça, mettons, il y a des IA, là, tu sais, que tu payes comme une licence, là. Est-ce que, mettons, si je paye pour ça, puis je crée quelque chose avec ça, est-ce que ça m'appartient, puis c'est moi qui ai le droit d'auteur ou pas? Écoute, c'est une bonne question, mais moi, je pense que dans la mesure où on dira que ça dépend de ton processus de création. Puis si vraiment tu as fait plusieurs allers-retours, puis qu'à la fin, on peut vraiment dire que dans le fond, tu es autrice parce que, je veux dire, tu n'as pas juste fait une requête au départ, puis tu as pris. Mais Ouais.
Tu lui as donné une image, tu lui as dit, dis, puis je veux fais tel ça avec texte. Puis, ça. tu sais, Ok. tu sais, puis c'est vraiment la distinction entre la main et l'outil. Mhm. Tu sais, si c'est ta main à toi, tu sais, c'est comme le pinceau, je veux dire. Tu sais, Ouais. il y a personne, les producteurs de pinceaux ne revendiquent pas de droit sur le pinceau. Tu sais, même s'il y a des toiles qui sont peintes avec, c'est la main qui tient le pinceau qui Ouais. est auteur de l'œuvre. Ben, c'est un peu Oui, la même je chose. comprends. Tu sais. Si tu restes la main créatrice, là, tu pourras dire que tu es autrice de l'œuvre. Mais si ce n'est pas le cas, même si tu as une licence avec la compagnie, c'est une œuvre qui est dans le domaine public. Et ça veut dire que moi, je peux même m'en servir si je veux. Je veux dire, tu sais, après, ce sera à toi de dire, tu sais, dans le cadre d'un procès, Ouais. mettons, là, non, mais attends, là, tu sais, je suis Il y a eu des co-autrice. démarches. Puis... Oui, c'est ça. Puis là, tu m'envoies une mise en demeure, puis là, je suis condamné. Puis Il est condamné à la prison. À la C'est prison ça. à vie. Ouais. prison à vie, oui. Est-ce que c'est le même principe que de dire, mettons que tu fais juste écrire « Ah, fais-moi telle affaire », t'as comme juste donné l'idée, fait que t'as pas de droit d'auteur vu que c'est juste l'idée, Ben, dans le fond? effectivement, c'est un peu de cet ordre-là. Tu sais, Ok. t'as pas été assez dans la À création, mais ouais. il y a plein d'artistes qui fonctionnent, qui utilisent l'IA vraiment comme un outil, Ouais. qui font plein d'allers-retours, puis qui leur donnent des images, puis en cinéma, entre autres, qui vont tu sais, vraiment travailler ce qu'ils veulent. Tu sais, ils disent pas « fais-moi un film d'horreur ». Je veux dire, tu sais, c'est voici le scénario, je veux qu'il y ait ceci, puis Ok. ils vont, tu sais, là, après, tu sais, comme je dis, on peut se poser des questions sur l'esthétique que ça donne, sur, tu sais, parce que l'IA, je veux dire, elle peut juste prendre ce qu'elle a déjà mangé, si on veut, là, tu sais. Je veux dire, tu sais, elle est peut-être un peu plus limitée dans ce qu'elle peut faire, puis tu sais, elle est tournée vers le passé, tu sais, elle est vers sur ce qu'elle a déjà, sur ce qui existe déjà, là, tu sais, puis elle s'alimente d'elle-même aussi. Tu sais, en tout cas, je sais qu'il y en a qui commencent à écrire des textes là-dessus sur le fait que, tu sais, l'IA, tu sais, mange de l'IA, là, tu sais, ça fait que, tu sais, ça peut être intéressant, mais tu sais, tant que tu gardes le contrôle, tu sais, et que tu en fais un outil, puis que justement, tu t'exprimes à travers ça, ben écoute, tu seras autrice de l'œuvre, puis ça sera un outil comme d'autres qui t'aura permis probablement de développer beaucoup plus de choses parce que tu es capable de faire des animations ou de faire des images que tu n'as pas besoin d'une équipe de tournage pour faire. Là. Ça fait que ton imaginaire, justement, peut peut-être décoller encore plus. Puis au niveau des procès, mettons, là, parce que on a parlé de la France puis des États-Unis, mais nous, au Canada, on tire plus de quel côté? Plus des États-Unis ou plus de la France que ça se rapproche? Ou... Ben, en droit d'auteur, mettons, on a une loi la première loi canadienne, 1921, est en gros un calque de la loi britannique. Okay. Ils ont pris la même affaire. Le Canada a quand même une histoire britannique assez forte. Là. Et ça fait que ça, c'est la loi. Mais la loi n'est pas suffisante parce qu'il faut l'interpréter. Et on a eu pendant longtemps des interprétations qui étaient assez proches des auteurs. Mais il y a eu un tournant au Canada, puis le tournant est intéressant parce que c'est un peintre de Québec qui s'appelle Théberge. C'est une décision de 2002 de la Cour suprême. Et la Cour suprême, là, il était juste 7 pour rendre la décision cette fois-là, mais puis la Cour suprême, il y a des gens qui viennent du Québec puis des gens qui viennent du reste du Canada. Puis dans cette décision-là, les 4 du Canada ont pris une position très anglo-saxonne et les 3 du Québec ont pris une position très Québec. Et donc, dans un cas, ils ont dit que l'artiste n'avait pas raison, c'est les Canadiens anglais, donc. Et les 3 Québécois ont dit non, l'artiste s'est fait avoir là-dedans, puis il y avait un droit qu'il aurait pu revendiquer. Fait que, tu sais, c'est une décision assez incroyable, tu sais, presque caricaturale, si on veut, de ce point de vue-là, là, tu sais, où le courant anglo-saxon dit une chose qui est proche du courant anglo-saxon, puis le courant québécois dit une autre chose, va dans l'autre sens, et ça va dans le sens, donc, de protéger l'artiste. Fait que, tu sais, c'est pas... c'est encore vrai. C'est une décision de 2002, c'est pas si loin, là. Ça fait que je sais pas si c'est dans ce sens-là que tu posais la question. Moi, fait qu'on serait plus du côté des États-Unis, dans le fond, au niveau de Liège. On serait probablement plus du côté des États-Unis parce qu'on est Canadien puis qu'on est anglo-saxon. Okay. On étant le Canada. OK, parfait. Oui, ça répond à ma question. OK. Est-ce qu'on est rendu au Smith, ouais? Je pense que oui. On est rendu à? Au mythe. Ah oui, là, je dis oui, non, puis... Oui, exact. Fait que dans le fond, on a un petit segment qui sort de l'ordinaire. Pas segment, mais... qui sort de l'ordinaire. Qui sort de l'ordinaire. On avait envie de changer un petit peu. Sortons de l'ordinaire. Okay. Fait qu'on a quelques genres mythes qu'on aimerait ça te poser, puis tu nous dis dans le fond si oui ou non, avec une petite explication, là, si c'est vrai ou faux. Fait qu'on va te les lire, puis... Voilà. Go. OK. À froid comme ça. Je vais y aller après. OK. Fait que il y a des trucs qu'on a déjà parlé, par contre. Là, ouais. Ça se peut qu'on se répète, mais... Mais on fera pas d'explication. Ça va être un... Voyons.
Un résumé. Un résumé, voilà. Fait que si je change 30% d'une œuvre, est-ce que c'est-tu pas du plagiat dans ce cas-là? Je dirais mythe, donc faux. Faux. C'est-à-dire, le droit d'auteur n'a pas de pourcentage. Tu sais, c'est est-ce que ça ressemble assez, est-ce qu'il y a assez de similarités? Tu sais, on parlait tantôt de la question de l'expert ou de l'experte qui va regarder. Mhm. Ça, 30%, ça me semble beaucoup, OK. vite comme ça. Mais en même temps, ça dépend si on repart des mêmes idées, qu'est-ce qu'on a changé. Donc, je dirais, en tout cas, de mettre un pourcentage, bon, je pense que ça, c'est une C'est erreur de honnête. penser en pourcentage. Tu sais. Les OK. seuls endroits où il y a des pourcentages, c'est par exemple dans des ententes entre des sociétés de gestion de droits d'auteur et des institutions d'enseignement, par exemple. On va dire, vous avez le droit de recopier jusqu'à 10%, tout ça, mais c'est pas dans la loi, c'est pas dans la jurisprudence, c'est dans un contrat. Et Mhm. comme on disait tout à l'heure, dans un contrat, Contre-échange. on peut faire ce qu'on veut, Parfait. si tout le monde est d'accord. Super. Ouais. À toi. Je la pose-tu? On a bien répondu tantôt à la deuxième question. Moi, c'est vrai. OK, OK. on change. Si je crédite l'auteur, j'ai le droit de l'utiliser. Je dirais faux, parce que c'est pas parce que une des choses à faire, c'est de dire d'où viennent nos sources, mais ça dépend ce qu'on fait. Tu sais, si c'est une citation dans le cadre d'un travail, tu sais, la citation, c'est probablement le premier exemple d'utilisation équitable. Tu sais, vous écrivez des textes, comme le dit telle personne, vous mettez des guillemets, vous mettez une note de bas de page, là, on vient de le créditer, on vient de dire que ces deux phrases-là ou ce paragraphe-là que je cite vient de telle personne, tout va bien, mais c'est une citation. Vous prenez un petit extrait que vous mettez dans un tout créatif qui est votre texte qui est beaucoup plus grand. Donc là, on est dans utilisation équitable. Puis même si ça devient un livre qui est vendu très cher, à plein de copies, etc., ça ne change rien au fait qu'au départ, votre utilisation était équitable parce que c'est à des fins de recherche ou à des fins de critique ou peu importe. Mais c'est bien parce que vous êtes dans le cadre d'une exception. T'sais, sinon, c'est pas parce que tu mets le crédit que ça te donne un droit. T'sais, parce que ça, le crédit, c'est le droit moral. Et ce qui nous importe au départ, c'est le droit économique. Comme on disait, ce droit-là arrive dès qu'on crée l'œuvre et il appartient à l'auteur, autrice et il est opposable aux autres. Donc, il faut que tu me dises, tu me demandes la permission de reproduire ou de communiquer l'œuvre. OK. OK, parfait. Si deux personnes ont la même idée, celle qui l'a réalisée en premier a tous les droits? Non. C'est-à-dire, comme on disait tout à l'heure, il n'y a pas de droit sur les idées. Donc, chaque personne, on pourrait, tu sais, puis dans le cadre d'un cours, par exemple, tu sais, le prof va faire quelque chose autour de telle idée, puis tout le monde va faire des œuvres différentes. Donc, le droit n'est pas sur l'idée. Donc, tout le monde peut utiliser les mêmes idées et on pourra toujours utiliser les idées. La difficulté, c'est de distinguer à partir de quand finit l'idée et à partir de quand commence l'expression de l'idée. Alors, c'est plus là qu'on a un problème. Mais idée pure, au départ, là, ça appartient à personne. C'est dans le domaine public. Ça fait que il n'y a pas de problème avec ça. Parfait. Une œuvre non signée ou sans copyright est libre de droit. C'est faux. On n'a pas besoin de signer. Il y a même dans la loi sur le droit d'auteur un droit à l'anonymat. On pourrait revendiquer l'anonymat si on veut. Il reste qu'il y a un droit. C'est plus dur de trouver qui est l'auteur ou l'autrice de l'œuvre. C'est plus qu'on a une difficulté là. Mais il y a quand même des droits. Puis je pense à des graffitis, par exemple. Ça peut être intéressant, ils ne sont pas nécessairement signés. Théoriquement, pas théoriquement, il y a un droit sur un graffiti, un tag. Là. Quoique les tags, des fois, sont eux-mêmes des signatures, mais je veux dire, quelqu'un qui ferait un dessin sur un mur ici à la fabrique, par exemple, il n'est pas signé, on ne sait pas nécessairement c'est qui, mais il y a quand même une œuvre, il y a quand même un auteur derrière, puis tout le droit d'auteur va quand même s'appliquer. Je peux utiliser une œuvre si je ne fais pas d'argent avec. Alors, en gros, c'est faux. C'est-à-dire que dans les critères d'utilisation équitable, dont on a, j'en ai parlé un petit peu, puis c'est la même décision que celle sur l'originalité. Tantôt, je vous parlais de la décision CCH, la Cour suprême de 2004. Cette décision-là, s'il faut en lire une, c'est celle-là, parce qu'elle parle au départ d'originalité et ensuite, elle parle d'utilisation équitable, puis elle va définir 6 critères pour que ce soit équitable. Et le fait de faire de l'argent, c'est pas écrit comme ça, là, mais peut être un critère, mais il y en a d'autres. Donc, ça peut pas juste être ça. Si tu dis, ouais, mais moi, je suis à but non lucratif ou je suis une OBNL ou peu importe, c'est pas suffisant. Il faut regarder l'ensemble du contexte. Si tu en as fait 1000 copies, c'est quand même beaucoup.
etc. Puis c'est pas dans un contexte d'éducation, etc. Tu sais, il y a plein d'autres questions à se poser. Tu sais, si on s'arrête juste à celle-là, on se trompe, mais elle fait partie de la réflexion. Parfait. Si je paye un designer, je suis automatiquement propriétaire de ses créations. Alors, De ça? il faut aller voir le contrat. Puis c'est pas parce qu'on a payé qu'on a des droits. Peut-être qu'on l'a payé juste pour que le designer puisse créer la chose, puis qu'il n'y a aucun droit qui vient avec. Donc, tu sais, ça nous ramène à la question dont on parlait au départ, tu sais, du contrat. Puis comment, dans tous les cas, c'est important, tu sais, puis de distinguer le moment de création, les moments d'utilisation aussi, quand un designer va faire quelque chose. Donc, payer, oui, tu sais, c'est super que les designers soient payés, c'est même essentiel et important, mais si on ne sait pas c'est pourquoi, on n'a pas tous les droits. Puis tu sais, c'est souvent, je dirais, un des mythes, c'est de penser que parce qu'on a payé, on a tous les droits. Tu sais, dans la loi sur le droit d'auteur, il y a eu, puis l'exception a disparu, mais il y a eu jusqu'à, il y a une dizaine d'années à peu près, une exception qui disait que lorsqu'on commande une photo et qu'on la commande contre rémunération, on est titulaire des droits. Tu sais, c'est le classique, la photo de mariage. Là. Tu sais, tu demandes à quelqu'un de venir prendre des photos pendant ton mariage. La personne reste auteur de l'œuvre, si on veut, mais dans la mesure où on l'a payé, ben, on a les droits sur ces photos-là. Tu sais, c'était ça. Puis c'est il y a comme toute une réflexion sur comment la photo n'a pas été considérée comme un art à part entière par le droit d'auteur pendant longtemps. Puis c'est pour ça qu'on se dit qu'au fond, la personne qui prend la photo, elle pèse sur un bouton, puis il n'y a rien de créatif. Là, tu sais, pendant longtemps, c'est ce que, je dirais, le droit d'auteur a pensé de la photographie, parce que c'est ce qu'on pensait de la photographie au début du 20e, en tout cas au niveau gouvernemental. Là. Mais donc, le fait de commander, le fait de payer, puis cette disposition-là a disparu, donc ne donne absolument pas de droit. Tu sais, c'est pour ça que la commande, c'est souvent là qu'il y a des litiges. Tu sais, je t'ai commandé quelque chose, puis je t'ai payé, mais ça ne veut absolument pas dire que j'ai été chercher les droits. Tu sais, au mieux, il y a un droit implicite. Tu sais, je te l'avais commandé, je t'ai payé, puis c'était pour servir pour une revue, pour une affiche dans une, tu sais, pour, mettons, une illustration dans une revue. Tu savais que c'était ça, ça fait que c'est correct que ça apparaisse dans la revue, mais j'ai pas les droits. Tu sais, tu regardes après tes droits, puis j'ai pu juste m'en servir Pour cette revue-là. pour cette revue-là, pour les 500 exemplaires que j'ai faits ou je sais pas trop. Puis on s'arrête là, parce qu'on est dans une espèce d'implicite de... On peut démontrer que c'est un peu ce qu'on avait compris, ce qu'on avait conclu, même si c'était pas écrit. OK. Toute typographie gratuite peut être utilisée pour des projets commerciaux. On a parlé tantôt un peu. Oui, bien, en même temps, je trouve que la typo, c'est intéressant parce que, tu sais, puis je regarde celle derrière, tu sais, qui Design is a Dialogue, tu sais, on pourrait dire que ça, c'est une typo peut-être qui atteint un certain degré d'originalité. En même temps, tu sais, c'est pas moi qui le dirais, ce serait, tu sais, quelqu'un en design graphique qui serait capable d'en parler, là, tu sais, moi, de mon point de vue, il n'est pas de spécialiste du tout de ça, mais, tu sais, encore là, c'est pas l'accès qui fait que les droits viennent avec. Tu sais, c'est pas parce que c'est accessible gratuitement qu'on a les droits. Puis c'est pas parce qu'on paye non plus qu'on a tous les droits. Tu sais, c'est un peu ça qu'il faut déconstruire. Tu sais. Il faut se demander si c'est original, parce que tu sais, il y a des typos, je veux dire, Times New Roman, là, tu sais, on s'entend qu'il n'y a pas beaucoup d'originalité. Je sais pas que c'est inintéressant, mais tu sais, ça, c'en est une typo qu'on peut utiliser puis qu'on peut bien faire tout ce qu'on veut avec. Il n'y a jamais personne qui va se lever pour dire c'est à moi. Puis ce serait intéressant parce que si quelqu'un disait non, c'est original et c'est moi qui est titulaire des droits sur Times New Roman, je suis sûr qu'il y a 15 autres personnes dans les heures suivantes qui vont dire non, c'est moi qui l'ai fait. Il y aurait un débat pour savoir ça vient de où ça, puis qui l'a créé au départ. Mais mettons, supposons qu'il n'y a pas assez d'originalité. Ça, c'est un exemple que c'est gratuit et libre d'accès, puis on fait ce qu'on veut avec, mais il y a plein d'autres typos où on ne peut pas conclure ça. Fait que, le point étant que ce n'est pas la façon dont on a eu accès à l'œuvre, que ce soit une typo ou une image, qui détermine les droits qu'on peut avoir. Puis, que ce soit gratuit ou que ce soit payant, même quand c'est payant, il faut voir c'est quoi les conditions qui sont rattachées au fait qu'on a payé un montant X. Lisez vos contrats, la gang. Oui, bien, lisez les petits caractères. Les petits caractères sont on peut les grossir avec ses doigts, on grossit les petits caractères. Puis, oui. Je ne poserai pas lui des droits d'auteur. Okay. Fait qu'il nous en reste juste un. Si je modifie une œuvre générée par l'IA, elle m'appartient. Bien, déjà, on peut se demander si l'œuvre produite par l'IA appartient à quelqu'un. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Alors, tu sais, si elle appartient à quelqu'un, c'est la même logique
s'il y a un auteur, une autrice derrière, Similarité. il faut qu'elle soit d'accord pour qu'on la modifie. C'est moi qui l'ai fait avec IA, mais vraiment, je me suis servi de l'IA comme d'un outil et je suis l'auteur de, ben, tu ne peux pas la modifier. C'est comme si j'avais fait un tableau. Mais si elle n'a pas d'auteur, puis elle est dans le domaine public, tu la reprends telle quelle ou tu la modifies, ça ne change rien, là, parce qu'il n'y avait pas d'auteur au départ. Puis là, ce qui devient intéressant après, c'est tes modifications. Peut-être qu'elles sont originales. Ouais, Et là, ce que tu viens de faire, moi, je ne pourrais pas m'en servir. parce que c'est assez similaire. Puis... C'est ça, mais tu as peut-être beaucoup changé Ouais. l'œuvre sur laquelle il n'y avait pas de droit au départ. Et là, donc, tu aurais des droits. Fait que, moi, je fais une œuvre IA, mais dans le fond, j'ai juste fait une requête avec 2 mots. Ça a produit une image. Tu peux la prendre sans problème. Mais ce que toi, tu fais, moi, après, je ne peux pas m'en servir, peut-être parce que tu as rajouté quelque chose qui est créatif et original. OK, super. Hey, ben, ça me Ouais. met fin à notre segment de mythes. De mythes. Ouais. Ouais, c'est fou. Ben, c'est pas mal. Il nous reste une question, dans le fond. C'est vrai? Ouais, absolument. Signature. Fait que ouais, c'est la question signature. Dans le fond, c'est une question qui fait écho là, au nom du podcast Entre deux briques. Oui. Fait que dans le fond, pour toi, Georges, quelle brique a été essentielle à la construction de ton parcours? Brick étant une personne, disons. Brique étant un N'importe événement, quoi. une personne, des rencontres, ce que tu veux. Là. Ben, je dirais des rencontres, plein de briques. Là, Mhm. j'ai rencontré plein de gens dans ma vie hyper inspirants, motivants. Je dirais que la brique qui a fait que j'ai étudié en droit, c'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé, que j'avais connu avant d'étudier en droit, qui est décédé aujourd'hui, qui s'appelait Jean-Louis Dubé. Et c'était un avocat vraiment fonceur, déterminé, absolument brillant, qui faisait des choses. Là. C'est un de ceux qui a parti CKRL, cette radio-là, Ok, ouais. tu sais, à l'époque, là, qui était à l'Université Laval, puis qui a déménagé. Puis c'était vraiment... il était assez fascinant. Et c'est la première fois que je rencontrais, je dirais en tout cas, un avocat. Puis je me disais, OK, c'est intéressant ce métier-là. Tu sais, et il défendait beaucoup des artistes, des gens qui avaient des problèmes de santé mentale, qui étaient beaucoup dans le milieu communautaire, tout ça. Fait que, tu sais, il montrait qu'il y avait des parcours en droit qui étaient intéressants. Tu sais, alors que pour moi, je ne suis pas d'une famille de juristes. Quand j'ai dit d'ailleurs à mes parents que je voulais étudier en droit, ma mère a dit, ben là, tu vas pas mettre du monde en prison quand même. Là. Tu sais, ça fait que, tu sais, je partais de préjugés contre les avocats. Fait que je dirais que lui, c'est quelqu'un qui a été inspirant. Puis a fait que je me disais que, tu sais, il y a des carrières en droit qui peuvent être intéressantes parce qu'en fait, tu peux défendre des causes, puis il y a plein de causes auxquelles on peut croire. Puis le droit, il y a des règles qui s'appliquent à tout. Là. Fait que, tu sais, ça peut être du droit de l'environnement, ça peut être des droits et libertés. Puis, tu sais, dans mon cas, comme j'étais assez proche du milieu culturel, tu sais, je voyais que lui, il était là-dedans et que sa personnalité faisait une différence. Tu sais, ça fait que je dirais que oui. Tu sais, si j'avais une brique qui fait que je me suis retrouvé en droit, là, je dirais Jean-Louis Dubé, très certainement. C'est une belle brique. Oh, c'est le fun. Hey, un gros merci d'être venu. Ben, Oui, merci pour merci. l'invitation. J'espère que ça a été. Ben oui, ça full. ressemblait à ce que vous vouliez. Oui. Absolument. On est full contente. Fait que- Puis Moi, on arrange le tout ça au droit, je montage. connaissais rien de ça, fait que là, je suis bien contente. Là, Là, ça t'es m'a rendu hot, aidé. là. Ouais, je suis rendue hot, là. Je suis rendue une professionnelle. Professionnel. Spécialiste. Super, ben merci. Merci encore. Hey, C'était merci, très plaisant. Fran, Oui, merci. oui. Merci. Fait que merci full d'avoir écouté l'émission d'aujourd'hui. Oui, Puis merci. on vous dit à la prochaine. Absolument. Yes. Yes. Bye la gang. Allez, ciao. Thank you.